Rebonjour pour beaucoup d'entre vous. Bienvenue pour cette nouvelle conférence dans cette dernière après-midi du salon professionnel. Dernière après-midi pour l'édition de cette année, pour cette 8e édition. Rendez-vous pris déjà pour l'année prochaine. Comme ça, vous allez pouvoir poursuivre encore l'écoute, la prise de notes, les échanges. On laissera un petit moment pour les interactions aussi, les échanges. Et puis revenir l'an prochain, témoigner de ce que vous avez vous-même réalisé et accompli. Nous sommes dans cette conférence entourés, et c'est une grande chance, de deux femmes formidables. À mes côtés, Garance Hiverneau, Mélanie Guibert. Bonjour mesdames. Bonjour. Et bienvenue. Merci. C'est une joie de vous retrouver ici. Alors, la table ronde que l'on s'apprête à vivre, à explorer toutes ensemble, se nomme « Sortir du cadre et des cases ». On va pouvoir explorer le sens de ces mots, le besoin qui découle derrière ça, ou plutôt les besoins, et puis surtout, à partir de là, le comment. Qu'est-ce qu'on fait de ça? S'il y a ce besoin, à quoi correspond-il et comment peut-on y répondre? Vous avez toutes les deux parcours différents, très complémentaires. Et je vais d'ailleurs commencer par vous demander, en quelques minutes, de vous présenter en nous disant un petit peu qui vous êtes et ce que vous faites. Garance? Bien, déjà, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Pour me présenter en quelques minutes, donc je m'appelle Garance, j'ai deux petits en bas âge, 15 mois et 3 ans, et je suis une serial entrepreneuse. Je pense que c'est un peu le mot puisque j'ai créé 2 entreprises, mais à la suite d'un parcours complètement atypique. Atypique déjà parce que moi je suis dyscalculique et dyslexique, donc j'ai eu un parcours scolaire un peu laborieux, compliqué, en tout cas pas du tout facile et fluide. Et puis j'ai enchaîné avec des études de médiation culturelle. Ça parle peut-être à certains d'entre vous. C'est des études qui sont très sympas, mais qui globalement ne mènent pas à grand-chose en termes de job. Et puis s'en suivent 10 années d'emploi, de jobs divers et variés, dans des secteurs d'activité également très, très diversifiés. Et au bout de 10 ans, je me rends compte que j'évolue absolument pas, que je me sens pas du tout alignée et que je n'ai absolument aucune perspective professionnelle. Donc je fais un bilan de compétences à cette période de ma vie qui a été vraiment absolument, qui a été une révélation à plein de niveaux différents, à la fois au niveau personnel et professionnel. Et puis à partir de là, tout a basculé, tout a changé, puisque 2 éléments sont ressortis de ce bilan. Le premier, c'est que c'était très important pour moi de placer l'humain au cœur de mon activité professionnelle. Et la deuxième chose, c'est que je voulais que ça passe par le chemin de l'entrepreneuriat. Donc je crée 2 boîtes à la suite de ça. Une qui est ma boîte encore actuelle, 5A Conseil, qui est une entreprise qui accompagne les femmes dans leur transition professionnelle. Et celle que j'ai également créée, Happy Families, a été une boîte absolument incroyable, mais qui a subi un échec tout aussi incroyable. Donc je me suis complètement vautrée, pour le dire de manière très claire, avec tout ce que ça comporte déjà de pertes financières extrêmement lourdes, et puis de difficultés. C'est jamais très agréable, c'est même très douloureux de devoir se séparer de collaborateurs. Voilà, donc une boîte qui s'est complètement plantée, une boîte qui pour le coup est plutôt une success story qui marche très bien, mais vous voyez, j'ai un parcours très atypique, avec des échecs et aussi des succès, heureusement, mais je pense que ce parcours-là, il est peut-être aussi le vôtre aujourd'hui, et c'est aussi le sujet de nos échanges. Oui, comme tu me l'avais dit, effectivement, rien ne te prédestinait à devenir un jour entrepreneur. Non, rien du tout, parce que moi, j'ai pas fait d'école de commerce. Je vous le disais, je suis dyscalculique et dyslexique. J'ai pas de parents ou de famille entrepreneurs. Donc vraiment, c'est le bilan de compétences qui m'a permis de me révéler par rapport à ça. Mais rien ne me destinait à devenir entrepreneur. Donc vraiment, tout est possible. Et je pense que c'est vraiment le sujet du jour, et peut-être le sujet même de ces 2 journées, c'est d'ouvrir le champ des possibles, d'oser, et d'aller explorer peut-être des chemins auxquels vous n'aviez pas pensé jusqu'à maintenant.
Et juste avant de donner la parole à Mélanie, je vais effectivement juste faire un petit focus sur cette précision que tu as apportée, sur effectivement, parce qu'on a beaucoup parlé pendant ces 2 jours également de création d'entreprise, et tu as parlé d'Happy Families et de donc 5 conseils. Pour la petite anecdote, c'est vrai que quand tu as lancé Happy Families, c'est un projet qui a plu à tout le monde. Avec ton frère, vous étiez associés, vous avez été incubés longuement, vous aviez fait une des premières campagnes de crowdfunding sur les réseaux pour de l'entrepreneuriat, et vous aviez cartonné, les banques vous ont suivi, les médias se sont emballés, il y avait une grosse couverture presse, médiatique, et le projet surtout s'est monté. Ça a ouvert ses portes, c'était un lieu d'accueil où justement, alors que tu n'avais pas encore d'enfants, c'était le côté pouvoir accueillir les gens, même les hommes, les femmes, même avec leurs enfants, et pour aller chez le coiffeur, pour aller manger au restaurant, il y avait la crèche pour garder les enfants, enfin la garderie pour garder les enfants. Et donc, vraiment, projet de très grosse envergure qui plaît quand on le pitch, qui plaît aux financiers, qui plaît aux gens du business, qui plaît à tout le monde. Et à côté, toi, tu développes ta première petite agence où personne ne regarde. Toi, les offres commencent à se développer, mais pour autant, il n'y a pas cet engouement médiatique et en même temps, dans l'histoire entrepreneuriale, c'est pas parce qu'il y a de l'engouement et voilà, plein de gens qui aiment les choses que c'est là où ça marche. Et c'est effectivement la société que tu as fermée, c'est celle qui plaisait à tout le monde. Et celle qui maintenant fait que tu as, je crois, 3 agences. Tu as combien 45 collaborateurs, 45, 3 agences. Voilà. Combien de CDI dans les 45 collaborateurs? La moitié. Voilà. Et qu'en fait, l'entrepreneuriat, vraiment, c'est ça. Je rebondis juste sur tout ce qui a été dit déjà hier et aujourd'hui. C'est à un moment donné, tant mieux si vous avez des encouragements, ça fait toujours du bien. Mais il faut le faire avec votre instinct et pas non plus se focaliser sur ou les petites phrases assassines ou des gens qui croient trop en des choses, mais où après, c'est pas aussi concret et finalement, c'est pas là où ça marche le plus. Oui, et puis c'est la prise de risque aussi. Je pense que c'est vraiment la leçon, en tout cas que moi j'en retire aujourd'hui, c'est que quand on prend des risques, forcément, on se plante aussi, mais l'échec fait partie du chemin. Et tout, en fait, tout dépend de comment on appréhende, comment on gère cet échec et ce qu'on en retire comme expérience pour le futur, pour l'avenir. Mais de toute façon, il faut se dire qu'on soit salarié d'ailleurs ou entrepreneur, peu importe, c'est que l'échec fait partie du cheminement, mais c'est sûr que c'est inhérent à la prise de risque. Voilà, donc il faut y aller, accepter qu'on va réussir certainement plein de choses, et évidemment, je vous le souhaite, mais il y aura parfois aussi, on va juste se planter, mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on avance. Et qu'on apprend. Et qu'on apprend. Mélanie, je vais te demander également de te présenter et voilà, faire un petit tour d'horizon de qui tu es, de ce que tu fais, et après on poursuivra ensemble. Avec plaisir, avec joie. Eh bien, bonjour à tous. C'est une grande joie pour moi d'être là aujourd'hui avec Sandrine et Garance. Donc moi, je m'appelle Mélanie. Ce qui m'amène à être ici aujourd'hui, c'est tout mon parcours de vie. Donc en quelques mots... alors déjà, c'est très important dans mon histoire, mais j'aime à croire qu'on choisit tout, y compris là où on arrive. Et donc moi, j'ai choisi d'arriver dans une famille un peu dysfonctionnelle qui, très jeune, est tombée dans l'univers de la drogue. Et donc, la première partie de ma vie a été une grande descente aux enfers jusqu'à mon adolescence, où j'ai perdu mon père, mon frère. Enfin, j'ai plutôt vécu une première partie de vie dramatique sur plein de choses. Et puis... du coup, en termes de possible, en termes de qu'est-ce que peut être la vie, qu'est-ce qu'elle peut nous offrir, la réalité dans laquelle je vivais, ce que je pouvais entendre, ce qu'on me disait, c'était plutôt c'est impossible et pas de bol. Toi, tu finiras toxico et donc prostituée pour te payer ta drogue. Et moi, ça m'allait pas trop. Cette réalité-là, je me disais quand même, j'ai pas pu venir juste pour ça. Il y a un truc qui me va pas là-dedans. Et assez vite avec cette croyance, parce qu'on parlera aussi de qu'est-ce qui nous porte dans la vie et comment, quand on a des rêves ou des choses, c'est important de les écouter. Moi, j'avais cette croyance que j'avais choisi cette famille et que c'était pour quelque chose. Et du coup, ça a commencé à me permettre de porter un nouveau regard sur cette vie. Et si c'était là comme un cadeau caché, alors qu'est-ce que ça pourrait être? Et du coup, j'ai décidé de me reconnecter à mes rêves, donc j'ai écrit mes rêves. Et donc je rêvais d'être entrepreneur, d'être femme d'affaires pour pouvoir être libre, voyager dans le monde, travailler avec des gens que j'aime,
pour des choses que j'aime, auxquelles je croyais. C'était très important pour moi de co-créer avec des êtres humains que j'aime et pour l'humanité. J'avais envie d'être artiste, je rêvais d'être écrivain, et donc j'ai écrit comme ça plein de rêves. Et puis je me suis dit, ok, bah maintenant, je vais co-créer avec la vie et je vais décider que ça puisse prendre un chemin différent. Donc en ayant quitté l'école à 15 ans, en 4e, en n'ayant plus de famille, à 25 ans j'étais orpheline, etc. Tout ça c'était quand même un chemin, mais il y avait cette voie qui me poussait, et petit à petit j'ai commencé à créer mes rêves. Et donc j'ai eu un premier rêve qui était de voyager, donc je suis partie vivre aux Antilles. Et puis là, j'ai commencé l'entrepreneuriat en ayant une première boîte. Alors à l'époque, c'était les Antilles, hein, donc on travaillait à la façon antillaise. Moi, je bossais d'abord sur les plages, et puis de là, je me suis mis à rencontrer quelqu'un qui vendait des sous-vêtements, qui me proposait du porte-à-porte, mais moi, j'avais pas envie de faire du porte-à-porte, donc je suis rentrée dans une pharmacie. Et là, je me suis dit, bah, au moins, elle va m'accueillir avec le sourire et me dire bonjour. Et j'ai commencé à développer comme ça un peu ces ventes tupperware. Donc je proposais aux femmes de vendre de la lingerie et d'être rémunérées en lingerie parce qu'elles avaient déjà un travail. Donc c'était ma première expérience d'entrepreneuriat. Donc là, le rêve commençait à devenir vrai. Et puis il y a eu encore plein d'autres expériences, mais j'ai toujours avancé. Et faisant du développement de moi depuis toujours, à un moment donné, je me suis dit qu'il existait peut-être un métier. Et là, arrivé le coaching d'abord dans ma vie, et puis 10 ans de formation très holistique, en passant par la Gestalt, la PNL, l'analyse transactionnelle, la méditation, l'énergétique, jusqu'à la médecine sacrée de la forêt. Et j'ai commencé à me déployer en tant que... Alors au début, je me nommais coach, je dirais aujourd'hui, je me nommerais plutôt accompagnatrice. Et du coup, moi, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est d'accompagner les êtres, femmes mais aussi hommes, à retrouver leur puissance créatrice pour créer la vie qu'ils ont vraiment envie de vivre et expérimenter qu'ils peuvent le faire. Et puis je suis aussi auteure et écrivain, un autre de mes rêves qui a pris vie. De ce livre, Devenez la meilleure version de vous-même. Oui, voilà. Et du coup, aujourd'hui, je suis là avec vous sur un nouveau rêve de conférencière qui a démarré depuis l'année dernière. Exactement. À chacune, je vais vous demander très spontanément pourquoi avoir accepté de parler de ce thème, sortir du cadre et des cases. Qu'est-ce que, pour chacune d'entre vous, cela représente ? Moi, c'est l'histoire de ma vie. Hein. Moi, j'ai été nommée comme hors case. Forcément, phytoxico, c'est très catalogué. Et c'est vite mis dans un endroit qu'il ne faut pas trop approcher. Donc moi, j'ai eu la chance, et je parle vraiment de cette chance, hein, d'expérimenter une vie hors case et de me rendre compte que c'était possible, que c'était pas forcément... que oui, ça comporte plein de risques, que ça demande d'aller chercher sa sécurité à l'intérieur de soi et pas à l'extérieur de soi. Mais du coup, ça a été un sublime cadeau parce que sortir des cases et oser sortir de notre cadre de référence, de notre zone connue, qu'on peut nommer la zone de confort, c'est commencer à laisser de la place à qui on est vraiment et à ce qu'on veut vraiment. Donc moi, quand tu m'as proposé ce thème, ce fut un bonheur d'être là et je crois que c'est là où commence la vie. Garance ? Alors, je te rejoins tout à fait. Moi, j'ai deux idées par rapport à ça. La première, alors évidemment, mon histoire personnelle est différente de la tienne, mais moi, je suis aussi un peu out of the box, encore une fois, dyscalculique, dyslexique, pas d'une famille d'entrepreneurs, etc. Mais au-delà de ça, je donnais encore une conférence il y a 15 jours à Bercy sur le thème des femmes et de l'innovation. Et clairement, l'innovation, vous le savez, c'est un levier de performance économique, de création de valeur. Et les femmes sont des nouvelles entrantes en fait sur le marché professionnel. Évidemment, elles sont pas encore tout à fait, elles n'ont pas pris toute la place qu'elles méritent, mais en tout cas, ce sont des nouvelles entrantes à l'échelle de l'humanité. Finalement, elles sont arrivées après la Seconde Guerre mondiale, donc c'est assez récent. Mais le fait que ça soit des nouvelles entrantes, finalement, elles ont une vision qui est différente du marché du travail, des codes, de l'entreprise, et c'est ça d'ailleurs qui parfois frite un peu, qui crée des points de friction. Mais c'est aussi votre valeur ajoutée, notre valeur ajoutée, c'est d'apporter un point de vue différent, un angle de
vue différents, et ça en coaching évidemment ça doit te parler, c'est que c'est le fait d'avoir une perspective différente qui crée de la valeur. Donc vous, en tant que nouvelles entrantes, vous avez un point de vue, une valeur qui est extrêmement précieuse pour les entreprises. Alors elles n'en ont pas toujours conscience encore, mais ça arrive, et c'est vraiment ça qui est important, c'est de se dire, parce qu'on réfléchit en dehors du cadre, en dehors du système, en dehors de ce qui se pratique, en dehors des codes, c'est ça qui amène de la valeur. Donc il faut valoriser, vous, à titre individuel, dans vos histoires, dans vos parcours, dans vos chemins de vie, ce qui fait votre particularité, et il ne faut pas hésiter à la mettre en avant, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça qui est attendu aussi de la part des employeurs, pas tous, mais certains. Et puis ça peut être aussi, ça peut passer par l'entrepreneuriat et par la création de votre propre entreprise, évidemment, si vous vous sentez un peu étriqué, ce qui arrive souvent, en tout cas pour les femmes que nous on accompagne, dans le salariat classique tel qu'il est aujourd'hui. Oui, ce matin on a parlé de valeurs effectivement déjà, mais d'identité. Et dans ce que tu amènes, c'est vraiment d'aller chercher sa propre singularité et de l'assumer avant de pouvoir l'affirmer, finalement. Alors, il faut aller la chercher. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours conscience de qu'est-ce qui nous distingue des autres, quelle est notre valeur ajoutée, quelles sont nos compétences, qu'est-ce qui fait qu'on est un individu propre. Donc ça, c'est déjà en effet une première étape. Et puis après, il faut savoir la communiquer. Et c'est là où souvent les femmes, je fais des généralités, mais c'est quand même ce qu'on constate, c'est qu'elles peuvent tout à fait avoir conscience de leurs compétences, et encore pas toujours, mais quand elles en ont conscience, elles ne savent pas forcément les vendre et les mettre en avant. Et c'est là où ça pêche aussi un peu, c'est que du coup, on peut tout à fait être experte sur un sujet, mais si on ne sait pas annoncer qu'on est experte, trouver les bons mots-clés, mettre en avant son expertise, on ne rencontre pas la personne en face qui va aller chercher votre expertise. Donc il y a vraiment la prise de conscience de qu'est-ce qui me différencie, quelle est mon expertise, ma valeur ajoutée, mes compétences. Et puis la deuxième étape qui est comment je me vends, comment je mets ça en avant, comment je mets ça en valeur. Au sein de 5A Conseil, par rapport aux femmes qu'avec tes équipes vous recevez au quotidien, qu'est-ce que ça représente pour elles sortir du cadre et des cases au moment de la carrière professionnelle où elles se situent et de ce qu'elles sont en train de vivre par rapport... Alors on a toutes des histoires de vie différentes puisqu'on est toutes uniques et en même temps on retrouve des points communs à travers la perte de sens ou un licenciement, le burn-out, la maladie, un divorce, il y a souvent, et même la maternité. C'est-à-dire que ce n'est pas que des choses négatives qui vont impulser une remise en question ou un questionnement, c'est aussi de belles choses. Mais ouais, quels sont, toi, les profils que tu reçois et est-ce qu'elles sont dans cette demande? Comment ça résonne pour elles? Alors, nous, déjà, on a vraiment tout type de profil, des femmes qui sont employées jusqu'à cadre dirigeante, donc on a vraiment tout type de profil et tout secteur d'activité. Mais je pense qu'en effet, il y a des dénominateurs communs qui sont le problème du sens. Je ne trouve pas de sens à ce que je fais, ça c'est quand même assez récurrent. Et le deuxième dénominateur commun, c'est l'articulation vie pro, vie perso. Bon, voilà, qu'on retrouve assez systématiquement, alors évidemment avec des variations, mais en l'occurrence, on le sait, c'est encore les femmes qui gèrent majoritairement les tâches familiales, ménagères, donc il y a une espèce de double injonction entre je dois réussir ma vie professionnelle et en même temps je gère la famille, la maison, etc. Donc je pense que c'est vraiment les deux choses qui ressortent la plupart du temps. Alors évidemment, il n'y a pas de réponse type, puisque nous, on fait de l'accompagnement individuel, donc on fait de la dentelle, on accompagne les femmes sur leur parcours de vie, sur leurs projets professionnels en fonction de leurs attentes. Mais sur ces points-là, en tout cas, la recherche de sens et l'articulation vie pro, vie perso, on a quand même évidemment des conseils à leur donner qu'on adapte, bien entendu, à ce qu'elles souhaitent dépasser. Mais en effet, c'est quand même des points qui reviennent régulièrement. Mélanie ? Oui. Tu veux réagir Oui, je crois que cette perte de sens, effectivement. Alors, moi, j'ai envie de dire que cette perte de sens, souvent, elle est liée au fait qu'on ne s'est pas forcément autorisé le temps de se reconnaître et d'aller à sa propre rencontre. Surtout dans notre culture, on est très dans le faire, très dans des schémas à respecter, dans des zones à respecter, etc. Et du coup, beaucoup ne prennent pas ce temps avec eux-mêmes de se dire mais
qui je suis vraiment, quelle est ma nature. On croit que nos schémas sont notre nature. Moi, j'aime à croire que notre nature, elle est unique et merveilleuse et au potentiel infini et qu'elle ne demande qu'à se révéler. D'ailleurs, c'est intéressant parce que j'ai appelé mon livre « Devenez la meilleure version de vous-même » et en ce moment, le langage des oiseaux, de l'alchimiste, viennent beaucoup dans ma vie. Et ça m'a fait réfléchir à, tiens, qu'est-ce que j'ai voulu dire? Et de devenir, je réfléchissais à ce mot et m'est venu d'où je viens. Et je me suis dit, oui, parce que devenir, en fait, c'est juste se révéler à qui on est déjà. Et souvent, quand on vit une perte de sens ou une perte d'énergie, où tu parlais du burn-out qui est un vrai sujet en ce moment, ou d'un dépassement ou d'un surmenage tel qu'il soit, c'est qu'on s'est coupé de soi-même. Parce que dès qu'on se rencontre et dès qu'on s'autorise à aller un petit peu rencontrer qui on est, ce dont on a envie, les rêves, nous avons tous des rêves. Je parlais hier avec une amie qui me disait ah ben non, moi j'ai pas de rêve. Et puis je me suis mise à la questionner complètement par d'autres chemins et elle en avait plein, sauf qu'elle ne leur faisait aucune place. D'accord ? Or, moi, je crois que nos rêves, nous sommes nos rêves. Et que dans notre culture, on nous a dit arrête de rêver, les rêves, ça n'existe pas, c'est quand tu dors la nuit. Or, au contraire, nos rêves, ils nous viennent de nulle part. Vous êtes d'accord ? Souvent, on a un rêve qui n'a rien à voir avec où je suis née, avec mon éducation, avec ce que font les autres et tout, parce que je crois qu'ils viennent de notre cœur et de notre vraie nature. Et donc, ce lien à la perte de sens, il est vraiment là. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je crois qu'il y a un cadeau caché en tout. Vraiment. Et le cadeau caché de ces moments-là, et de peut-être pour certaines ici, certains qui font que vous êtes là, c'est peut-être l'opportunité merveilleuse d'aller à votre rencontre et d'avoir le droit de vivre ce que vous avez envie de vivre. Mais pour ça, il faut commencer à le reconnaître. Et tu parles de voyage et de chemin à partir de là. Oui, pour moi, tout est un voyage et tout est un chemin. Et ça, merci de rebondir là-dessus parce que nous sommes beaucoup dans une culture du résultat et notamment en entreprise, énormément dans une culture des résultats. Or, moi, je ne crois pas aux résultats, je ne crois pas en l'échec, je crois en l'apprentissage et je crois en l'expérience. Et je crois que chaque expérience, selon le regard qu'on va porter dessus, selon ce qu'on va décider d'en vivre, alors peut être un chemin qui nous amène sur notre route et du coup, la vie, c'est un voyage, et c'est un voyage où on est au moment où on y est, et il n'y a pas à réussir ou à atteindre un résultat qui fait que souvent, tu parlais de ces notions de femmes qui se sentent encore dans une obligation de tout gérer, et donc qui sont dans une culpabilité, et ça aussi, aujourd'hui, c'était génial le déjeuner ce midi, enfin, tu vois, c'était intéressant les discussions, et on peut revisiter ça et se dire, ok, j'en suis où dans mon voyage ? Et j'ai le droit d'être où j'en suis. Et j'ai même le droit à ce moment-là de ne pas trouver, de ne plus avoir d'énergie, de ressentir des émotions telles que de la tristesse ou de la colère. C'est OK, j'ai le droit de m'accueillir dans tout ce que je suis. Et c'est là, je crois, que commence la rencontre, en fait. Quand on réhumanise tout ça, oui. Déjà. Oui. Je vais juste vous dire une anecdote qui reflète tes propos. Ce week-end, mon conjoint est parti en déplacement. Je me suis retrouvée toute seule avec les 2 enfants. Donc j'ai une petite de 3 ans et un bébé de 15 mois. Et je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus, il pleuvait des cordes, c'était l'enfer, je ne pouvais pas sortir. Je me suis retrouvée devant Guignol, à les laisser tous les deux juste pour avoir 1 heure de répit. Et je lui envoyais des textos toutes les 2 minutes à mon conjoint. Quand est-ce que tu rentres ? Quand est-ce que tu rentres ? Quand est-ce que tu rentres ? Etc. Et lui, il arrive comme une fleur et il me dit, mais attends, 2 heures de plus avec les enfants, c'est quoi le problème ? Tout va bien, etc. Et en fait... Enfin, évidemment, je suis une femme, je le dis, et je pense que si je le dis à un public peut-être évidemment moins réceptif que vous, il y a plein de gens qui vont dire mais c'est une femme, c'est elle qui doit gérer les enfants. Comment ça se fait qu'elle n'arrive pas à gérer les enfants toute seule un week-end ? Et en fait, il faut complètement l'assumer, c'est pas grave. On peut tout à fait. Moi, j'ai un conjoint qui est génial, qui est hyper impliqué avec ses enfants. Je pense qu'il passe plus de temps avec eux que moi avec eux. Et j'adore mes petits, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi assumer qu'on n'est pas toujours obligé d'être dans le rôle qu'on nous donne et là où on nous attend. Voilà, il faut être à l'aise avec ça et après évidemment il faut un écosystème autour de soi, donc en l'occurrence j'espère que vos conjoints, vos maris, vos compagnons, enfin peu importe, en tout cas les personnes qui sont autour de vous vous acceptent tels que vous êtes, y compris avec vos contradictions, mais en tout cas il faut se libérer des injonctions sociales aussi qu'on peut avoir, et surtout les femmes.
et notamment vis-à-vis des enfants. Parce que c'est pas grave, évidemment que c'est important de passer du temps avec ses enfants et c'est important d'être investi dans sa vie familiale, mais on a le droit aussi de dire qu'on n'en peut plus, qu'on veut du temps pour soi, qu'on a envie de développer sa carrière et c'est pas grave. Et au contraire, c'est bien, voilà. Donc il faut se libérer de tous ces messages en permanence qui nous culpabilisent, qui nous disent il faut faire ci, il faut faire ça, et ça rejoint effectivement le déjeuner de ce midi. Moi, je pense que c'est ça, en fait, sortir du cadre et sortir et penser out of the box, c'est essayer de sortir des rôles dans lesquels on nous met constamment, qui sont des rôles qui nous enferment la plupart du temps. Alors, si vous me permettez toutes les deux par rapport à ça, ça me donne envie de rebondir sur la notion de temps. Parce qu'effectivement, là, ça montre à quel point on est, et c'est normal, on vit en société, donc on est impliqués les uns avec les autres au quotidien. Et tu parles du conjoint. Moi, j'ai 10 ans d'écart avec mon mari. On a eu notre enfant, j'avais 36 ans et donc lui 46. Et c'est vrai que sur le moment, il y a un peu c'est un peu la tectonique des plaques en termes de génération et de besoins. Et il y a 5 ans, moi j'étais d'ailleurs là dans le public pour venir voir comment faire rebondir ma carrière, parce que d'un seul coup, avec l'arrivée d'un petit bout de chou, c'était compliqué. Il n'était pas... il faisait pas partie de ceux où je pouvais dire oui, moi si je veux monter ma boîte, mon conjoint il dit oui, il est ok, il est à fond. C'était pas ça du tout. Quand j'en ai parlé, moi il m'a dit ça va pas bien, t'ouvres même pas ton courrier le soir quand tu rentres, que tu vas me gérer une boîte, t'es nul en administratif, tu détestes ça. Et il avait pas tort. Après, il avait pointé du doigt un point essentiel, c'est qu'il m'a dit une boîte de quoi ? Je fais j'ai pas encore pensé à tout. Déjà, je veux monter une boîte, c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai que j'ai fait une formation, moi, pour me faire accompagner à l'entrepreneuriat. C'est dur, parce que des fois, on entend des discours, justement, on se dit, mais moi, il est pas avec moi, il me soutient pas, il est pas d'accord. Et parfois, quand on va loin dans ces discours, on pourrait intenter une action directement, se mettre en colère. C'est des périodes de fragilité qu'on vit dans ces moments-là. 5 ans plus tard, en ayant pris le temps, il est aujourd'hui mon associé. Et il a lui-même démissionné. Je voulais juste faire ce petit focus avant de donner la parole à Monsieur le maire. Bonjour Monsieur le maire, bienvenue. Merci. Je ne voudrais pas prendre plus de temps. Dans vos échanges, où je m'assois, désolé, je vous dire simplement combien à la ville et avec toute l'équipe municipale, on est heureux de ce salon qui existe depuis 7 ans, 6 ans, 8 ans. Je vais vous épargner la litanie des chiffres records année après année, des résultats de ces 2 jours, d'échanges, de partage. C'est bien sûr des témoignages, c'est aussi une capacité à mettre en relation des acteurs économiques et puis des personnes, femmes, en recherche de formation et d'emploi. Moi, ce sur quoi je voudrais insister et vous remercier collectivement, aux organisatrices en particulier, et puis à toutes celles qui viennent témoigner, c'est que ça donne vraiment du sens à un des objectifs majeurs qu'on s'est fixés à la ville, de lutter contre l'isolement et la solitude. Et quand je parle de lutte contre l'isolement et la solitude, c'est pas qu'en des termes de précarité ou d'exclusion, même si c'est fondamental, mais on peut être seul dans son parcours professionnel, dans ses démarches entrepreneuriales, un cursus de formation, et tout ce qui peut participer, et ce que vous faites est formidable là-dessus, à réunir, permettre aux uns et aux autres de partager, et de s'accorder d'ailleurs un petit peu de répit. Parce que j'imagine, et c'est vrai pour les femmes, mais c'est vrai aussi pour les hommes, que quand on est en reconversion professionnelle, on est des fois vraiment seul chez soi, face à un mur digital, un mur numérique, et puis justement une distanciation qui se fait humaine, parce que le numérique, le digital, qui est un formidable progrès pour l'humanité, peut aussi nous éloigner les uns les autres. Et donc tout ce travail de relation, de mise en lien humain est important pour une ville. Et moi, je remercie vraiment les organisatrices, parce que ça donne du sens à
pas simplement une intention publique ou politique, mais ça donne de la chair à une réalité. On a la chance à Bordeaux, parce que, il faut quand même le dire, d'avoir une ville en plein dynamisme. En plein dynamisme. Et c'est pour ça que moi je suis toujours un optimiste par nature, et quelqu'un de positif par nature, et je me dis qu'à un moment ou un autre, si on s'organise bien, tout le monde trouvera sa place. Place professionnelle, place familiale, on a de vrais outils. Le tout, c'est de savoir les utiliser. Et cette idée de pouvoir travailler en transversalité, créer une espèce de grand écosystème de la place professionnelle, la place de la femme dans la société, parce que c'est souvent lié. Nous, on réfléchit beaucoup à la ville sur les horaires aménagés pour les familles monoparentales, dans les crèches, sur le temps périscolaire, la place des femmes dans le sport. Ariel le sait bien, dans le milieu associatif. Anne est là pour en témoigner. Donc tout ça, c'est un grand écosystème qu'il faut créer. Et être volontariste, c'est une chose, mais être conscient qu'il y a de vraies richesses. Bordeaux, l'an dernier, l'agglomération, c'est 13 000 emplois créés nouveaux. C'est un solde, hein, c'est pas... c'est un solde. Donc on a des entreprises florissantes dans l'image, dans la santé, l'aéronautique, le digital. Bon, le tout, c'est de pouvoir mettre en relation tout ça. Et c'est pour ça que je remercie vraiment les partenaires, qu'ils soient organismes de formation ou entreprises, de venir donner de leur temps et donner de leur... Parce qu'on a des entreprises qui ont besoin de ressources humaines, quoi, hein. Il faut le tout, c'est de mettre tout ça en adéquation. Et moi, comme je dis, je suis un optimiste par nature. Donc, à l'heure où on a toujours des images un peu anxiogènes autour de nous, hein, il faut aussi se dire que le lendemain sera toujours mieux que le précédent. Voilà. Donc, merci aux organisatrices. Moi, je vous souhaite à toutes plein de bonnes choses, hein, plein de succès, et puis d'abord d'être heureuses. Parce que dans la vie, le plus important, c'est quand même d'être heureux. Hein. Bon, alors il y a la santé, il y a le parcours professionnel, tout ça y participe, mais d'être heureuse et de bien avoir conscience que même quand on pousse une porte, qu'elle a du mal à s'ouvrir, il faut y revenir, quoi. Il faut y revenir, et les responsables publics, qu'ils soient élus ou associatifs, sont là pour vous aider, pour vous accompagner et puis être levier. Voilà, en tout cas, merci de votre présence aux unes et aux autres, merci de votre engagement, parce que vous le faites pour pour Bordeaux, mais moi j'ai l'habitude de dire, vous êtes le maire de Bordeaux. Oui, je suis d'abord le maire des Bordelaises et des Bordelais, et vous le faites pour la population qui nous entoure, et bonne continuation. Ça se termine ce soir, c'est ça? Bon, peut-être l'année prochaine on fera 3 jours ou une semaine. Mais en tout cas, vous êtes ici chez vous, c'est la maison commune. Et bravo pour tout ce que vous faites. Merci. J'aimerais qu'on aborde un sujet que tu as évoqué, le bilan de compétences. Toi, c'est ce qui t'a permis à un moment donné justement, dans ce chemin que l'on se crée au jour le jour, avec tout le passé et le passif que l'on a, dont on hérite. Tu as trouvé la voie qui te convenait à travers le bilan de compétences, et tu en as fait le cœur de lance un peu de 5A Conseil, puisque tout démarre par un bilan de compétences que tu as vraiment voulu approfondir, peaufiner. C'est quelque chose que tu as énormément travaillé. Avec ton expérience personnelle et ton expérience maintenant professionnelle à ce sujet-là, qu'est-ce que cela apporte quand justement on est à cette croisée des chemins, qu'on n'arrive pas à reconnecter avec soi et qu'on ne sait plus par où commencer et comment s'y prendre? Alors, je pense que ça rejoint exactement ce que tu disais, Mélanie, tout à l'heure, c'est que finalement, on ne prend jamais le temps de se poser les bonnes questions. Et la vie file, la vie passe, et année après année, on se retrouve en effet dans une situation qui ne nous satisfait plus pour tout un tas de raisons. On s'ennuie, on est en burn-out, on revient de congé maternité, on a une maladie, on sait que les femmes sont très touchées évidemment par le cancer du sein, et en l'occurrence il y a des vraies ruptures professionnelles aussi quand on est confronté à ce genre de situation. En tout cas, on arrive à un espèce de point de non-retour qui est très compliqué de dépasser. Évidemment c'est possible, mais c'est plus compliqué. En revanche, quand on est dans une démarche plutôt d'anticipation et où on prend le temps justement de se poser
de réfléchir aux bonnes questions, on peut réfléchir à un projet professionnel qui a du sens avec qui on est, donc c'est-à-dire quels sont nos moteurs, nos leviers, qu'est-ce qui nous donne envie de nous lever le matin, qui nous sommes, et puis bien entendu avec le marché, puisque le but du bilan de compétences est de réfléchir à un projet professionnel qui va être encore une fois en accord avec vous, ce qui est fondamental, mais aussi avec le marché. Le but, c'est que vous alliez vers un job, un métier, un parcours entrepreneurial qui soit réaliste. Donc ce temps-là, il est très précieux, en fait. Et souvent, on ne le prend pas parce qu'on est pris par notre quotidien, par un boulot prenant, par la famille, etc. Donc c'est vraiment pour moi très important juste de décrocher un tout petit peu et de se dire ok, je me pose, je fais ce bilan de compétences qui est donc un accompagnement avec un consultant ou une consultante dédiée, je me pose les bonnes questions et je construis ce parcours avec un objectif à court terme et moyen terme et un plan d'action. Vous ressortez du bilan avec un plan d'action extrêmement précis pour pouvoir mettre en œuvre le projet que vous allez travailler. Et du coup, ça permet, évidemment ce projet va bouger au fur et à mesure des années, mais ça vous permet quand même d'avoir une direction précise qui va être une direction que vous aurez vraiment choisie et non pas subie. Et du coup, nous, les femmes qui sortent du bilan, souvent, elles nous disent « mais je me sens enfin reconnectée à moi-même » et ça fait des années que je pense que c'est ce que tu disais, c'est qu'on s'est tellement éloigné de qui on était que finalement, on ne sait même plus qui on est. Donc ce bilan, ça permet de se recentrer et d'avoir une direction extrêmement claire avec un objectif et un plan d'action structuré. Et ce qui est important, tu m'avais précisé une fois, c'est que c'est de choisir avec qui, notamment, on effectue son bilan, et de se dire, pour toi, ce qui était très incontournable, qui était vraiment fondamental, c'est de se dire ok, c'est un bilan de compétences, mais que c'est la prise en compte d'un tout. C'est qu'est-ce que je suis en train de vivre à ce moment-là de ma vie, quels sont l'ensemble de mes besoins, quels sont l'ensemble de mes contraintes, et essayer de faire ressortir aussi les envies, parce que c'est ce qui est le plus compliqué quand on est sous l'eau avec les contraintes et les besoins. Mais c'est bilan de compétences, mais c'est un peu un bilan d'étape de vie, avec, ok, quand je suis entrée dans la vie active, je voulais faire ça pour X raisons, ou je voulais pas, mais je l'ai fait, et j'étais peut-être célibataire, j'avais à m'occuper que de moi. Là, quand je suis en train de devoir prendre ce temps pour me reconnecter à moi-même, il y a un tout. Et on ne fait pas juste un bilan de compétences que sur les compétences, en fait. Ah non, c'est vraiment systémique. On tient compte bien évidemment de votre parcours, à la fois votre parcours de vie et votre parcours professionnel, de votre situation. Il est bien évident que si vous avez un bébé en bas âge, on ne prendra pas les mêmes décisions que si vous avez des enfants qui sont complètement autonomes. Donc tout ça est cohérent avec votre vie actuelle et puis là où vous voulez aller. C'est jamais complètement délié parce que sinon ça n'aurait aucun sens, au même titre qu'on travaille le projet en rapport avec le marché. On ne va pas vous envoyer vers un métier qui ne recrute pas ou qui est vraiment en difficulté. Donc tout ça est systémique, on travaille sur un système et vous êtes évidemment vous au cœur de ce système et on co-construit avec vous ce projet qui va être encore une fois en accord avec vous, votre vie sociale, familiale, etc. et le marché professionnel. Mélanie, toi tu es spécialiste en intelligence émotionnelle, ça implique, c'est d'une richesse gigantesque, l'intelligence émotionnelle. Dans une de tes boussoles, c'est le mot que tu utilises dans ton livre, toi ce sont les émotions. Oui. Et les émotions sont notre boussole. Oui. C'est une des étapes pour se reconnecter à soi déjà. Oui, en fait, c'est pareil, nous n'avons pas appris. Si très vite je reviens, alors ça bouge, mais en même temps pas tant que ça, je vous raconterai une anecdote. Mais si on revient il y a quelques générations et que nous, enfants, ou nos parents ou nos grands-parents exprimaient des émotions, donc si par exemple ils pleuraient, les filles c'était des chouineuses. Parfois même, ça pouvait aller jusqu'à va pisser dans les jupes de ta mère, tu pleureras moins demain. Les garçons, ça pleurait pas parce que c'était des hommes. Les peurs, c'est pareil, t'es un garçon, t'es un homme, donc t'as pas peur. Et puis les filles, c'est presque normal, sauf que chialeuse et peureuse, ça commence à faire beaucoup pour un petit bout à porter d'entrée de jeu. La colère, surtout ne te mets pas en colère contre tes parents parce qu'il va t'arriver quelque chose de négatif en retour. Et la joie, vite fait, mais pas à 19h quand ils rentrent du travail parce qu'ils sont crevés, donc il faut la calmer. Donc en gros, nous avons appris dans notre culture à refouler nos émotions.
et à mettre émotion égale négatif. Parce que quand j'exprime une émotion, je reçois un feedback ou critique ou négatif. Donc je vais refouler ce truc-là et après je vais vivre avec un truc qui m'embête en moi et dont je ne sais pas quoi faire. Donc ou que je vais refouler complètement ou qui va me submerger, mais donc je vais mal le juger. Or nos émotions, c'est extraordinaire, c'est notre messager intérieur. C'est lui qui vient nous dire « continue ». T'avances vers la réalisation de ton être, t'avances vers tes objectifs, vers tes buts, ou rectifie. Et chaque famille d'émotions a un message, et chaque émotion à l'intérieur de chaque famille a un message bien précis. Et quand on commence à s'intéresser aux émotions comme un messager qui nous guide, eh ben c'est complètement, c'est le meilleur ami de l'intuition, parce qu'on pourrait aussi aborder l'intuition, qui est aussi un sens très réel, sauf que pareil, on brûlait les sorcières, donc on va éviter d'être intuitif trop longtemps. Si on réintègre ça dans sa vie, alors c'est magique, parce que tous les jours, à chaque instant, nous avons des guides qui ne demandent qu'à nous informer et qu'à nous aider à être au bon moment, au bon endroit et à faire le choix qui est bon pour nous. Et donc, c'est se réintégrer. J'y pensais quand tu parlais du bilan de compétences et je me disais, OK, comment moi je l'aborde ? Toi, tu vas l'aborder aussi par l'intérieur et puis après, elle rentre dans l'extérieur. Et je me disais, il y a aussi notre bilan de notre maître intérieur. Qui on est, qu'est-ce qu'on a en nous et comment on se réapproprie chaque chose pour pouvoir être ce que nous sommes, parce qu'on a tout en nous, absolument tout. Garance, quand tu as dû faire le choix de fermer ton entreprise Happy Family, comment tu l'as... Happy Families plutôt, je mets plus les S aux bons endroits. En termes d'émotions, qu'est-ce que tu as traversé et comment ça s'est passé pour toi à ce moment-là ? En vrai ? Ouais, en vrai, tant qu'à le faire, on va le faire en vrai. C'était l'enfer. Non, mais en vrai, c'est l'enfer. C'est un projet qui a été colossal. Donc, j'étais associée avec mon frère à l'époque. Un projet sur lequel on a beaucoup investi en termes d'énergie, de temps, en termes d'argent aussi. On a perdu énormément d'argent. Moi, dans mes deux boîtes, de toute façon, ce qui m'a toujours animée, c'est d'avoir un impact social et sociétal. Donc, du coup, il y a un investissement qui était très fort chez moi. Enfin, voilà, j'ai rien contre les vérandas, mais je vendais pas des vérandas, quoi. Il y avait vraiment l'envie d'avoir un rôle, un impact sur la société. Donc forcément, il y a un investissement qui est très fort, enfin en tout cas pour ma part qui était très fort. Et tu le disais très justement, on a été encensé par la presse, on a eu des levées de fonds, on a fait en effet une campagne de crowdfunding qui a très bien marché, etc. Mais du coup, la chute a été d'autant plus rude parce que voilà, vous passez aux 20h de TF1 et puis en fait quand vous allez bosser, vous n'arrivez pas à payer votre salarié, hein, c'est quand même ça la réalité. Donc il faut gérer cette espèce de dichotomie qui est absolument terrible où tout le monde vous dit mais c'est génial, t'es une entrepreneuse successful et puis en fait vous êtes juste à la ramasse parce que vous voyez que l'entreprise coule, vous avez des charges colossales, vous voyez que le modèle économique n'est pas viable pour tout un tas de raisons et que les choses s'effritent de jour en jour et qu'il n'y a pas de solution. Donc l'émotion, en l'occurrence, c'est quand même la grosse angoisse. Enfin, on ne va pas se mentir, hein, honnêtement, voilà, c'est la grosse angoisse. Après, il y a le cap de la décision. Parce que c'est ça, c'est quand est-ce qu'on arrête et quand est-ce qu'on... Ou alors est-ce qu'on décide de se donner encore une chance et une chance et une chance sauf qu'on continue à perdre de l'argent et on s'enfonce de plus en plus. Mais par contre, quand on prend la décision, c'est une décision qui est évidemment très douloureuse, mais qui est aussi finalement un soulagement parce qu'on se dit, ok, voilà, ça ne marche pas, on passe à autre chose et c'est aussi relativement libérateur. Mais voilà, c'est tout un tas d'étapes et on a des émotions qui sont en effet extrêmement variées, qu'on n'arrive pas toujours à analyser sur le coup parce qu'on est vraiment dans l'action et on est obligé d'agir et de surréagir en permanence. Et c'est après, une fois que le cap est passé, qu'on peut réfléchir à là où on a failli, qu'est-ce qui n'a pas marché, et retirer en effet quelque chose de positif de l'expérience. Mais après, voilà, moi je peux vous dire qu'on a arrêté Happy Families. Moi j'ai accouché une semaine après. Donc voilà, mon obstétricien m'avait dit, là, il faut juste arrêter maintenant, il faut vous reposer. Et je ne pouvais pas me reposer. On était en train de closer le deal, donc il fallait qu'on arrête. Il y avait énormément de choses à faire. Donc c'est un peu les aléas de l'entrepreneuriat avec tout ce que ça comporte de montagnes russes.
Mais j'ai aucun regret, malgré le fait d'avoir perdu beaucoup d'argent, malgré le fait d'avoir dû licencier des collaborateurs, ce qui absolument, pour moi, c'était vraiment terrible. Mais j'ai vraiment pas de regrets parce que j'en tire évidemment une grande leçon, déjà d'un point de vue humain et puis aussi d'un point de vue entrepreneurial. Évidemment, j'ai fait des erreurs que je ne referai pas aujourd'hui. Donc vous voyez que la prise de risque, alors il faut peut-être pas la vivre toujours à ce niveau-là, on est d'accord, hein, mais la prise de risque, elle est quand même parfois aussi nécessaire pour apprendre et pour viser plus haut, viser plus grand. Et je sais que parfois les femmes sont un peu frileuses des fois avec l'idée d'être ambitieuses. Du coup, je suis désolée, je dévie un petit peu. Je t'en prie, c'est une conversation. Fonce, voix grand. Mais sur l'ambition, souvent les femmes, dans les conférences, elles me disent « mais moi, ça ne m'intéresse pas de prendre le pouvoir ». Et je comprends qu'on n'a pas forcément envie d'aller tout le temps sur le terrain du combat, etc. Mais si on veut changer les choses dans l'entreprise, ou ailleurs d'ailleurs, hein, ou dans la société, comment il faut faire ? Il faut pouvoir avoir des postes à responsabilité et se saisir du pouvoir pour transformer les choses de l'intérieur. Donc on n'a pas tellement d'options en fait. Hein. Je pense que si vraiment on a envie que les choses soient plus égalitaires pour les femmes, mais aussi pour les diversités de manière générale, et qu'on espère une vie meilleure pour toutes et tous, il faut aller sur l'entrepreneuriat, parce qu'on peut changer le monde grâce à l'entrepreneuriat, ou il faut aller dans l'entreprise à des postes à responsabilité pour changer les règles du jeu. Voilà, c'est mon point de vue. Et je pense que vraiment, vous toutes individuellement, vous avez des choses à apporter à l'entreprise et au monde de manière générale. Et il faut saisir cette opportunité et cette chance-là. Est-ce qu'à des moments, on n'a pas forcément envie de rebondir là-dessus quand en fait on n'a pas encore trouvé sa place, celle qui nous correspond, tant dans sa vie personnelle que professionnelle, et finalement entreprendre, c'est déjà entreprendre sa vie, parce que la vie c'est un tout, il y a le pro, il y a le perso, mais c'est en fait chaque jour on ne va pas d'un côté et de l'autre, on est juste une personne et on a une seule vie, et que c'est des choses qui peuvent nous faire réfléchir à justement où est-ce qu'on se situe à ce stade de notre vie, de quoi a-t-on envie, besoin, et qu'à partir du moment où on trouve notre place et qu'on la prend, on peut déjà, chacune où on est, contribuer à faire aussi bouger les lignes, parce que ça va faire l'émergence de cercles vertueux, et que pour certaines, prendre le pouvoir, ce sera au sein de sa micro-entreprise. Pour une autre, ce sera d'un seul coup prendre un poste de direction ou rentrer dans un codir, et que chacune aura sa définition, mais qu'à partir du moment où chacune sera à sa vraie place, déjà, c'est déjà beaucoup de gagné. Mais c'est tout l'enjeu, c'est de savoir quelle est votre place. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est est-ce que vous vous posez la question, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question finalement, quelle est ma place et est-ce que je suis bien à cette place-là ? Et après, il n'y a pas de problème. On peut tout à fait se dire, ma vie professionnelle, c'est pas... Enfin, j'imagine que si vous êtes là, c'est quand même un sujet pour vous. Mais dans la vie, il y a des périodes où aussi on recule, où on se met en retrait parce que tout simplement, on n'a pas envie, on n'est pas dispo, on est plus fatigué, on a des problèmes perso. Et c'est pas grave, hein, on n'est pas obligé d'être tout le temps au combat. Et heureusement que non. Mais par contre, il faut juste être clair avec soi-même. Voilà, et se dire, est-ce que là, à l'instant T, je suis heureuse dans ma vie professionnelle? Est-ce que j'ai envie de me lever le matin? Est-ce que ma vie est équilibrée entre ma vie pro, ma vie perso, ma vie sociale aussi, hein? Il n'y a pas que la famille et le travail. Et si vous êtes OK avec ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, si vous ne l'êtes pas, c'est ma recommandation. Après, c'est ce que je constate dans les femmes qu'on accompagne. Il ne faut pas attendre. Voilà, il ne faut pas attendre, parce que plus vous attendez, plus les choses se rigidifient et plus on est un peu encrouté dans une situation dans laquelle on a du mal à s'extirper. Donc voilà, si vous ne vous sentez pas hyper au clair, c'est bien de prendre les choses en main. Et il y a plein de moyens de le faire aujourd'hui. Enfin, voilà, il y a des coachs, du bilan de compétences, des formations. Je pense que les événements comme ça sont justement pour vous un moyen de voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous pour prendre votre carrière en main. Mélanie, dans se révéler à soi-même et se reconnecter à soi, tu as évoqué un mot tout à l'heure qui est l'intuition. Dans ton livre, tu y consacres pas mal de place, avec notamment développer votre intuition. Alors déjà, pour toi, c'est quoi comment tu définis l'intuition
Et qu'est-ce que ça signifie? Quelle place doit-on lui donner quand tu parles de développer son intuition? Oui, c'est là encore, je reviens beaucoup à notre culture, mais vraiment dans la culture occidentale, on s'est complètement éloigné de l'être. On a fait une place énorme au faire, aux compétences, aux résultats, et très très peu à l'être. Or, moi, j'ai la croyance, et j'aime à croire de tout mon être, que mon faire ne doit être qu'au service de mon être. Et on pourrait le ramener au service du féminin et du masculin sacré, sur comment le masculin n'est là que pour servir notre féminin, et comment tout ça, c'est une danse. Et c'est pareil, l'intuition, c'est un autre guide extraordinaire. On l'appelle quand même le 6e sens. Vous êtes d'accord qu'avec les 5 autres sens, personne ne va remettre en question les 5 autres sens. Votre vue, votre ouïe, votre toucher, etc. C'est OK, c'est rationnel. Et l'intuition, on l'a enlevé. On a dit, non, ce 6e sens, c'est vraiment, moi je me suis beaucoup intéressée à ça. Et effectivement, les sorcières, à l'époque, on les brûlait. Or, les sorcières étaient des êtres intuitifs. Donc, je pense qu'il y a eu quelque chose à ce moment-là où on s'est dit, le 6e sens. Et puis, il y a tout ce qui est autour de la femme aussi, c'est très connoté. Oui, le 6e sens de la femme, mais en même temps, c'est devenu presque une moquerie. Enfin, il s'est passé plein de choses dans notre histoire. Et moi, l'intuition... alors déjà, on pourrait le ramener, ça appartient à l'hémisphère droit du cerveau, ça part de notre 10 second cerveau, mais qui est en réalité le premier cerveau de l'intestin. Voilà, on peut l'expliquer physiologiquement. Et au-delà de ça, moi j'aime bien, de par mon expérience, moi quand j'étais adolescente et que j'ai perdu mon frère et mon père à 15 ans, et que j'avais ma mère en vrac, c'était un peu... une vie pas terrible, on va dire. Et un jour, j'ai entendu mon âme me chuchoter ça, vraiment me chuchoter que j'avais choisi cette vie et que c'était là pour quelque chose et que j'avais à apprendre à transformer les expériences et à expérimenter la résilience. Alors, je ne mettais pas ce mot-là à 15 ans, c'est aujourd'hui que je mets ce mot-là. Et en fait, je crois que l'intuition, c'est notre âme, notre être qui nous parle. Si on l'entend pas, ça se traduit en sensation. Genre moi je sais que si je ressens quelque chose où je vais me coucher en me sentant pas très bien alors que je viens de prendre une décision où je suis sur le point de la prendre, comme une association que j'ai fait à un moment, j'avais plutôt... je me sentais vraiment très mal quand on se sent un peu sur le point d'avoir une gastro, en fait. C'est un peu pas très agréable, mais ce sont des vraies sensations physiques. Et pour moi, par exemple, quand tu parles effectivement de 6e sens, c'est là où je me dis, tiens, c'est une sensation physique qui fait partie de mon intuition. Oui, et alors ça va pas se manifester chez tout le monde de la même façon, mais c'est quelque chose d'instantané. L'intuition est là avant que le cerveau gauche n'aille chercher ce qu'il connaît. Quand le cerveau gauche se dit « mais est-ce une intuition ?» Ça y est, on n'est plus du côté de l'intuition, on est du côté du rationnel. Donc c'est vraiment quelque chose déjà qui est spontané, qui ne s'explique pas, qui vient de je ne sais où et qui pourtant ou nous dit quelque chose, ou nous fait ressentir quelque chose, ou nous accompagne. Donc il y a une rééducation à faire. Il y a des personnes qui me disent « moi je ne suis pas du tout intuitif ». Donc je leur demande « est-ce qu'elles n'ont plus de cerveau droit ?» Peut-être effectivement qu'elles n'ont plus d'hémisphère droit. Jusqu'à ce jour, je n'en ai pas rencontré. Et donc, si vous avez un hémisphère droit et un intestin, vous êtes intuitif, de nature. Donc, c'est juste réapprendre à écouter, réapprendre à lui faire de la place. J'aime bien l'idée... un jour, j'avais un ami qui me disait « quand tu me dis ça, ça me ramène à telle image ». Et il parlait des courses automobiles. Et il disait « est-ce que l'intuition, ce ne serait pas finalement le copilote du pilote ?» Et le pilote, parfois, s'il veut faire tout seul, il peut se planter parce que il va rater quelque chose et l'intuition va l'accompagner. Et c'est comment rééquilibrer ce pilote et ce copilote. Donc, il y a plein d'exercices pour pouvoir réapprendre à faire de la place et à laisser notre intuition nous parler. Et elle est ravie, parce qu'elle demande que ça. Votre être ne demande qu'une chose, c'est que vous le laissiez co-créer avec vous et qu'il puisse vous accompagner sur votre chemin. Donc, si vous posez l'intention, rien que poser l'intention, il va se passer quelque chose. Et puis, moi, je crois en la co-création avec la vie et avec la magie. Et donc, la vie va aussi vous permettre ça. Quand tu dis poser son intention... Ouais,
Poser son intention, c'est vraiment donner une direction à quelque chose que l'on souhaite. Donc là, en période de reconversion, comme c'est le sujet aujourd'hui, et en vous rencontrant, poser une intention, ça peut être, tiens, j'aimerais aujourd'hui avoir une réponse pour me guider sur est-ce que ce projet, il est juste pour moi, est-ce qu'il est... Je pose l'intention à mon être d'abord, parce que tout part de l'intérieur, mais à l'environnement. Alors moi, j'appellerais ça le champ quantique. Moi, je rejoins beaucoup la physique quantique là-dessus et l'énergie. Et je lance l'intention d'être guidée, de recevoir. Et il suffit de demander et il va se passer des choses. Ou de l'extérieur, ou de l'intérieur, ou des deux. Et l'intention, alors c'est d'apprendre à être clair avec son intention. Ça aussi, c'est un apprentissage, d'être au présent dans son intention. Donc de le nommer comme si ça existait déjà et de relier l'émotion positive qui va avec. Et plus je vais apprendre à développer des intentions claires sur des émotions élevées, et plus naturellement, je vais devenir le créateur de mon quotidien et le co-créateur avec la vie de ma vie. D'où l'importance, alors, tu évoques également le temps présent, oui. de se reconnecter au temps présent, oui. Particulièrement dans ces périodes où tout fuse dans la tête sans arrêt, les questions, oui. Où le soir on dort plus, la nuit non plus, on est angoissé, on se pose 1001 questions, ce qui signifie qu'on reste attaché au passé oui. et à ce qu'on vient de vivre. Et c'est là où c'est très important de réussir à se connecter au moment que l'on est en train de vivre. Oui, je crois que c'est un des plus grands apprentissages que nous avons à expérimenter. Vraiment de vivre l'instant et d'être dans l'instant présent. Quand je suis dans le passé ou dans la projection, je ne suis... Parce que même quand je crois être dans le futur, en fait, je suis dans le passé, puisque je projette un futur en fonction de ce que j'ai expérimenté dans le passé. Donc je ne suis nulle part. Donc, dans ces moments où on est en plein questionnement, ça va être vraiment comment, justement, je calme ce mental qui, lui, est en panique parce qu'il n'a pas ses repères, il va chercher dans ce qu'il connaît, il ne trouve pas la solution dans ce qu'il connaît, donc il va aller informer le facteur de la peur, mais la peur, en fait, c'est pas l'émotion existe, mais il y a 95% de nos peurs qui ne se réalisent jamais. Quand même, Et donc, il va aller chercher parmi ces 95% en fonction de nos doutes, de nos limites, de notre désamour avec nous-mêmes, de notre désestime, etc. Et donc, tout ça s'en mêle et c'est la panique. Et donc, c'est un peu la cocotte minute qui ne sait plus quand est-ce que le bouchon doit sauter. Et donc, c'est de réapprendre à revenir ici, de réapprendre à revenir à ce qui est, à l'instant où on est. Et même dans des périodes où vous êtes très occupé, on en parlait, mais quand on a une vie avec, je pense à toi par exemple, dans ton entrepreneuriat, tes 2 pitchounes, etc., plus je vais réapprendre à être pleinement où je suis. Et finalement, plus je suis aussi le magicien du temps, où j'arrive à dilater le temps et à le vivre avec une présence et une qualité. Tu me fais penser avec ce que tu évoques sur le temps. J'avais le plaisir d'animer une conférence il y a quelque temps où le temps était le sujet et un sociologue était là et ce qu'il partageait était vraiment précieux puisqu'il disait, et je vous laisserai réagir dessus après, qu'aujourd'hui le temps devient une richesse, mais une richesse vraiment au niveau luxe, et que le luxe c'est la rareté, que la rareté c'est ce qui vaut cher. Et qu'aujourd'hui les personnes riches c'est notamment celles qui ont du temps. Et qu'en fait, ce qui ressortait des études sociologiques de ces dernières années, c'est que les personnes qui sont en train de s'appauvrir de plus en plus et qui sont en train de se couper de cette richesse-là, ce sont les femmes. Et que c'était une réalité observée, sociologiquement parlant, c'était désormais éprouvé. Et que, alors on le sait, tu l'as évoqué aussi, la charge mentale, il faut dire qu'à un moment donné, on est arrivé sur tous les fronts en même temps. Donc, et comme les choses n'ont pas évolué aussi vite que l'arrivée des femmes, ça bouleverse. Mais c'est quelque chose à avoir en tête parce que il pointait également du doigt le fait que dans les populations qui sont le plus connectées aux écrans, et les écrans sont ce qui nous prend le plus de temps dans notre quotidien, les femmes ont des scores aussi élevés que les adolescents. Et nombre de femmes sont sur les réseaux sociaux,
Bien sûr, beaucoup, c'est aussi parce qu'elle développe une entreprise, donc on développe une marque, on essaie de faire connaître ses produits, ses services, mais là où un homme va poster un statut et quitter les écrans, une femme, elle, après, elle va regarder ce qui a été fait au-dessus de son statut, en dessous de son statut, elle va attendre de voir s'il y a des commentaires et si elle va répondre. En tout cas, les femmes prennent beaucoup de leur temps pour ça. Et j'avais juste envie de le partager parce que c'est quelque chose de pas évident, mais moi je sais que quand je l'ai entendu dire que le temps devenait une richesse et que celles qui commençaient à en manquer le plus, c'était les femmes, et que c'était presque de pire en pire, parce que justement il y a ces petits objets qui nous monopolisent beaucoup de temps, et que parfois on se dit c'est un temps pour moi, mais c'est pas de la récupération. C'est pas un temps de lecture, c'est pas 1h30 au ciné, c'est pas un temps de marche dans les rues. Ça oxygène pas. Et je pense que dans ces périodes où on a besoin, là, le sous-titre, c'est quel choix pour se reconstruire une nouvelle vie professionnelle épanouissante, équilibrée et riche de sens, se reconnecter au temps présent et en tout cas à du temps pour soi. Ça peut faire partie, en tout cas, d'une discipline à se donner ou à se réapproprier. Oui, moi je trouve que c'est très juste ce que tu dis sur le fait que le temps c'est la vraie richesse d'aujourd'hui, et c'est d'autant plus vrai pour les femmes parce que, encore une fois, elles ont cette charge familiale en plus de la charge professionnelle de plus en plus. Donc je pense que le vrai problème majeur des femmes, c'est qu'elles n'ont pas de temps pour elles du tout. Voilà, moi je sais que quand mon conjoint me demande le matin tiens, quel temps il fait, je dis voilà, je m'appelle pas l'application météo de l'iPhone, quoi. Enfin, non, mais c'est tout. Évidemment, je dis ça avec beaucoup d'humour et je lui fais un petit bisou au passage, mais ce que je veux dire, c'est que je suis filmée. Coucou mon chéri. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce temps-là, mine de rien, c'est 3 minutes. Mais c'est 3 minutes qu'on vous prend quand même sur votre temps qui est précieux. Donc il faut aussi essayer d'enlever tout le gras sur des choses qui vous permettent de récupérer du temps pour en effet récupérer, c'est ce que tu disais, pouvoir se ressourcer, mais aussi penser encore une fois à votre vie professionnelle, à votre vie tout court. Est-ce que vous êtes heureuse là où vous en êtes aujourd'hui? Donc ce temps-là, il faut vraiment le prendre. Et c'est ça l'enjeu, c'est qu'on est tellement tiraillés dans nos vies par le boulot, la famille, les tâches ménagères, etc., que c'est hyper dur en fait de se dire là j'ai juste 1 heure pour moi, et en effet je lis un bouquin, ou je me dis ou je vois une coach, ou je fais un bilan de compétences, mais en tout cas je fais vraiment quelque chose pour moi qui va avoir un impact fondamental sur ma vie future en fait. Vous savez, c'est l'histoire des 80-20, vous connaissez cette règle-là. Voilà, donc il faut essayer l'action qui va générer 80% de bénéfices, quelle est cette action? C'est à ça qu'il faut que vous réfléchissiez et essayer de vous dire, voilà, c'est peut-être en effet lire un bouquin, par exemple le tien, Mélanie, ou j'en sais rien, mais en tout cas, quelle action va vraiment avoir un impact fondamental? Et c'est sûr que de répondre à la météo ou de regarder son compte Insta, ou je sais pas, c'est bien, mais c'est pas ça qui va vraiment avoir un poids, un impact fort dans votre vie professionnelle et personnelle. Mélanie, dans cette gestion du temps, comme on a parlé également des émotions, souvent c'est très lié également dans ce que l'on s'autorise ou non de faire. Et je vais juste préciser une petite chose. Depuis les quelques temps que l'on se connaît, comme c'est la vie, il y a des moments avec des hauts, il y a des moments avec des bas. Et je sais que quand on se parle, si c'est une période de joie et de belles énergies, le temps va être d'une richesse incroyable dans les projets, les prises de contact, les choses. Et si c'est une période de baisse de forme, avec des émotions plus dures qu'il faut traverser, tu vas pas les refouler, tu vas pas les nier, tu vas me dire là, cette semaine, en fait, je me suis organisée différemment et je me suis libérée de tel ou tel rendez-vous, mais j'organise mon temps pour traverser ce moment qui est un peu plus compliqué émotionnellement parlant, et qui permet peut-être, j'imagine, de se régénérer et après de s'autoriser, une fois qu'on l'a traversé, à repartir encore plus loin. Oui, en fait, je pense que, mais là encore, ça en revient à l'accueil de soi, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une chose qui est permanente dans la vie, c'est l'impermanence. Donc accueillir ça, c'est accueillir ce qui est, et c'est accueillir ce qui est dans l'instant. Et nous sommes de l'énergie,
Et donc, nous allons être ou en haute énergie ou en basse énergie, etc., selon ce qu'on vit, selon ce qu'on traverse. Et il peut arriver qu'on traverse des périodes en petite énergie ou même accompagnées d'émotions qui nous viennent nous donner des messages de choses à libérer, etc. Et c'est important aussi d'accueillir ces traversées. Enfin, moi, j'appelle ça les traversées de la nuit noire de l'âme. Mais c'est vraiment des choses qui font aussi partie de ma vie. Avant, ça me faisait très peur. Si j'avais des potes psychiatres, ils me disaient bah, t'es un peu schizo ou bipolaire ou peut-être faudrait que tu ailles consulter. C'est pas normal d'avoir ces traversées de down. T'es sûr que c'est des potes? Ça l'est plus, ça l'était. C'était l'illusion à l'époque, mais c'était aussi leur croyance. Tu vois, eux, ils étaient sur le pourquoi et sur la grille d'analyse, et c'était là où était leur cadre de référence. Donc, dans leur cadre de référence, bah, moi, je venais un peu en plafonner tout ça, et finalement, ça les bousculait. Et en fait, je crois qu'on a des traversées. Et moi, mes plus grandes naissances et mes plus grandes transformations, elles n'ont jamais été accompagnées de lumière, mais de beaucoup d'ombre. Et au fur et à mesure d'apprendre ça, et dans ces périodes parfois de reconversion ou de construction ou de reconstruction, bah, nous allons peut-être aussi traverser ces périodes-là. Et je vous invite à vraiment plonger dedans et ne pas en avoir peur, parce que c'est en plongeant là-dedans que vous allez aller à votre rencontre et que vous allez vous libérer de choses que vous ne libérerez jamais dans le faire ou dans le côté rationnel. Ça vous demande de plonger. Et donc, dans ces moments-là, et c'est pareil, là encore, d'accueillir ça, c'est magique. Moi, c'est des périodes où la vie m'enlève des rendez-vous, ou alors j'ai le rendez-vous avec quelqu'un où je peux m'autoriser à dire bah non, tiens là, est-ce que c'est OK pour toi qu'on reporte parce que j'ai envie d'être avec moi, etc. Pour ce qui est du temps aussi, je pensais à ça quand on parlait, mais c'est important d'oser avoir le droit d'avoir vos besoins. Enfin, moi, aujourd'hui, quand j'entends ces femmes qui sont encore dans la réalité de se sentir obligées de tout gérer à la maison, de tout gérer avec leurs enfants et de tout gérer en plus dans leur travail, etc., j'ai envie de dire non. Ça n'existe plus, ce temps est révolu, c'est un spectre, soufflé dessus. Vous avez le droit d'avoir des besoins, de demander de l'aide, de prendre votre place. Et si c'est OK avec vous, alors je vous assure que ça va transformer votre façon de vous positionner, de communiquer et de le vivre. Et là encore, il y a des choses qui vont changer. Einstein disait la folie, c'est de vouloir un résultat différent, mais de toujours faire la même chose. Forcément, puisque je suis le créateur de ma vie. Donc, si je garde les mêmes ajustements conservateurs, il va se passer la même chose. Et dans cette notion de temps, il y a aussi ça. Quels sont mes besoins? Où est-ce que j'ai mes zones de culpabilité? Où est-ce que j'ai mes zones de croyances limitantes qui disent que la femme, c'est ça? La femme et l'homme, c'est des êtres et nous avons le même potentiel. Et c'est vraiment quelque chose, moi, que j'ai envie de dire fort parce que ça fait partie aussi de notre transformation. Et tu parlais d'aujourd'hui du rôle des femmes, mais notre rôle, il est aussi là. Il est comment nous prenons notre rôle de déesse et de magicienne pour pouvoir justement retransmettre autre chose et recréer des nouveaux modèles. Et puis, le temps, ça se vit aussi. Moi, un jour, j'ai fait une formation il y a 15 ans et je me souviens, c'était en gestion du temps avec les cycles du sommeil, etc. Donc c'était très à part, extraordinaire. Et il a barré le mot temps et il a mis le mot vie. Et là, il a dit, bah, le temps, c'est votre vie, en fait. Et là, je me suis dit, waouh, le temps, c'est ma vie, quoi. Donc, c'est plus du temps, c'est ma vie. Ben, je peux vous assurer que ça a changé beaucoup de choses. Et il apprenait les cycles du sommeil, etc. Moi, j'avais la croyance que je devais beaucoup dormir. Je fantasmais dès que quelqu'un se réveillait sans réveil et sortait du lit comme ça. Donc moi, quand il m'a dit « tu vas apprendre à dormir 4h30 par nuit et tu seras super en énergie », je dis « ouais, super, vas-y, je te mets au challenge ». Et en fait, ça aussi, c'est des apprentissages. Moi, j'ai une démarche très holistique et les cycles du sommeil en Asie, c'est quelque chose qu'ils connaissent depuis très longtemps, qu'ils pratiquent et nous pouvons apprendre à moins dormir et à être plus en énergie, paradoxalement. Eux nomment ça le sommeil de luxe. Donc, il y a aussi après dans comment vivre le temps. Moi, du coup, j'ai des vrais soirs. Cette nuit, je me suis couchée à 1h30 du matin. À 6h30, j'étais debout et je suis super en énergie. Et je voyais les gens dans le train comme ça. Et je me disais, ah, peut-être ils se sont coupés dans leur cycle de sommeil et ils ne le savent pas, en fait. Et donc, ils sont crevés. En fait, je vais te laisser mes 2 enfants. Mais ouais.
Mais j'ai aussi des enfants et tu vois, j'ai 2 grandes filles, une fille de 11 ans, une fille de 23 ans, je suis maman, mais c'est tout un apprentissage aussi d'abord de nous et on a beaucoup de croyances erronées dans notre culture. Et les croyances vont filtrer, vont donner nos lunettes. Il y a la méditation aussi, enfin, c'est pour ça qu'on en parlait, mais il y a plein d'outils en fait pour vivre le temps aussi autrement. Il y a d'autres enjeux que j'avais envie d'aborder avec vous, notamment sur le fait de se reconstruire une nouvelle vie professionnelle, mais avec ces mots de épanouissante, riche de sens. À des périodes, là tu parles de croyances, à des périodes on projette des métiers parce que justement on se dit tiens moi ce que j'ai fait c'était pas ce dont j'avais envie ou en tout cas aujourd'hui ça n'a plus de sens pour moi, ça ne répond plus à mon besoin de sens et on projette des métiers. Qui, selon nous, sont des métiers qui... C'est le métier pour nous. Dans une période de transition de carrière, dans ce que je vois depuis plusieurs années, et on a souvent échangé ensemble aussi à ce sujet-là, Garance, c'est à des moments le besoin quand même de se renseigner sur les coulisses d'un univers professionnel, d'un métier, et de se dire que parfois, on peut rêver soudain de faire ses compositions de fleurs et d'ouvrir sa boutique de fleuriste. Et puis de ne pas penser au fait qu'on est très frileuse et qu'en fait on sera très souvent dans le froid, qu'on a envie de cet équilibre vie pro, vie perso, mais en fait justement les week-ends on sera au boulot et qu'on sera en décalage complet et que c'est important aussi, ça en vient à un autre mot que j'avais envie qu'on évoque par rapport à cet enjeu, d'être curieuse plutôt, et de se donner les moyens d'aller chercher les choses et de finalement devenir sa propre détective à son propre compte pour quand même ne pas partir dans le fantasme, mais au contraire voir ce qui peut être le métier de nos rêves réellement. Alors, je pense que sur ce sujet, il y a 2 choses à dire. La première, c'est que souvent quand on est en réflexion professionnelle, ou en tout cas dans une période de doute, de questionnement professionnel, parfois on ne sait pas du tout ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut aller, on est complètement perdu et on a beau écouter son intuition, mais son intuition elle ne nous dit pas grand-chose en fait. En tout cas me concernant, quand j'ai fait mon bilan de compétences, je ne savais pas du tout où aller en fait. Moi j'avais bossé dans l'immobilier, dans le cinéma, j'avais fait plein de métiers différents, donc j'avais aucune idée de là où je voulais aller. Donc c'est génial d'écouter son intuition, je pense que son intuition c'est quand elle nous dit là je ne suis pas à ma place, donc là c'est déjà un point de départ. Après, et ça rejoint le sujet de la conférence qui est de sortir du cadre, je pense que c'est bien d'être accompagné parce que ça nous permet de réfléchir différemment. On est tous et toutes un peu enfermés dans des schémas de pensée, tu parlais de croyances limitantes, on vient d'une culture, d'une famille, on a des habitudes de vie et tout ça finalement est assez enfermant et ça nous empêche de voir le champ des possibles. Donc le fait d'être accompagné, d'avoir peu importe une coach, une consultante, enfin en tout cas une personne externe qui peut être aussi un ami, quelqu'un de votre famille, mais qui ne pense pas de la même manière que vous, c'est tout l'enjeu, ça permet d'avoir une vision différente et c'est là que des choses vont commencer à émerger. Nous par exemple en bilan on démarre vraiment avec, on ouvre le champ des possibles sans se limiter sur des questions de compétences, de secteur géographique, d'envie, enfin on essaye vraiment d'élargir au maximum et après on referme les choses comme un entonnoir en fonction de critères qui vont surgir au fur et à mesure de l'accompagnement. Et puis après, il va y avoir de l'aide au choix, parce que vous pouvez aussi avoir tout un tas de métiers qui vont émerger, qui vont vous paraître des métiers sympas, avec lesquels vous êtes à l'aise, qui recrutent, etc. Mais il va falloir quand même faire un choix. Là, c'est comme quand on cherche un appartement, une maison, on veut tous l'appartement pas cher, avec une vue de dingue, avec un ascenseur, avec je ne sais pas combien de chambres, etc. Sauf que c'est pas toujours possible. Là, tu vois, on voit que tu es parisienne. Ici, il y a beaucoup Bordeaux, de maisons. À Bordeaux, il y a des appartements de dingue. Ou une maison. Mais en tout cas, voilà, on a tous une idée un peu idéale de ce qu'on cherche. Et c'est notre moteur et c'est tant mieux. En revanche, il va falloir faire un choix. Et donc, c'est là où la personne qui va vous accompagner, elle va vous aider à hiérarchiser quelles sont finalement vos priorités, quelles sont les choses sans lesquelles vous ne pouvez pas être heureuse le matin en vous levant. Donc, ça va être, un jardin, c'est indispensable pour moi, et tant pis si j'ai une maison avec un peu moins. Qu'est-ce que vous recommandez globalement ? Est-ce que vous avez une méthode pour avancer, pour accompagner, Garance ?
Ah oui, nous, c'est très cadré. Alors, c'est une méthode voilà, qui est le bilan de compétences, mais au féminin. Donc, c'est-à-dire qu'on a mis en place des outils spécifiques pour les femmes. Mais c'est une méthode qui est, j'en parlais tout à l'heure, qui est quand même de la dentelle. C'est de l'accompagnement individuel avec tout ce que ça implique. Donc, c'est-à-dire qu'on s'adapte complètement à la situation de la personne, ses émotions, ses envies, sa situation sociale, financière, le secteur géographique. Il est bien évident que quelqu'un qui habite dans la Creuse et quelqu'un qui habite à Paris n'aura pas les mêmes enjeux, ce ne seront pas les mêmes bassins d'emploi. Donc on adapte évidemment la méthodologie qui est assez structurée avec tous ces éléments-là, bien sûr. Et il y a un élément qui est très important, je le dis souvent parce que les femmes n'ont pas toujours conscience de ça, et on sait que un des freins dans la reconversion, c'est le frein financier, c'est que le bilan de compétences est pris en charge grâce à votre CPF, je ne sais pas si ça vous parle, le compte personnel de formation, et qu'aujourd'hui c'est très simple d'activer votre CPF pour un financement qui parfois va jusqu'à 100% du dispositif. Donc franchement, voilà, ne vous en privez pas. Il y a plein d'acteurs sur le marché qui font ça. Il faut juste trouver le bon et le consultant ou la consultante avec qui vous allez avoir le feeling. Ça, c'est important. À ne pas hésiter à rencontrer plusieurs personnes. Exactement. Et à faire plusieurs rendez-vous et de se fier à son intuition à ce moment-là. Tu m'avais dit une chose très importante, c'était ne pas oublier dans ce type de rendez-vous que finalement, on est la cliente. Et que c'est des personnes, on est fragilisé à des périodes, donc on vient, on se présente, on redit pourquoi on est là, ce que l'on vit, c'est pas évident. Des fois, à force de le dire, c'est encore moins évident. Mais qu'en fait, c'est quand même à nous de choisir. Et pas se laisser embarquer par un conseiller ou une conseillère qui va dire bon allez on démarre. Tu m'as dit c'est très important de se rappeler que on est le maîtresse de ses choix par rapport à ça, et même de ceux avec qui on va se faire accompagner, et j'ai envie de dire surtout avec ceux avec qui on va se faire accompagner. Déjà, si le conseiller ou la conseillère vous embarque un peu contre votre gré, c'est que c'est un mauvais conseiller ou une mauvaise conseillère, donc déjà il faut fuir. Enfin, nous, évidemment, on n'est pas là pour forcer la main, et d'ailleurs c'est les femmes qui viennent nous voir, hein, c'est pas l'inverse. Donc il faut qu'il y ait une rencontre, ça c'est sûr que la rencontre doit fonctionner entre vous et la personne qui va vous accompagner, mais parfois, vous n'êtes pas prête là maintenant, et puis dans 15 jours, vous allez l'être parce qu'il va y avoir un événement dans votre vie qui va vous faire dire c'est maintenant qu'il faut que je passe le cap. Donc il faut en effet que vous soyez prête à aller dans cette démarche-là, mais encore une fois, ça peut être autre chose qu'un bilan, hein, du coaching ou autre. Et le conseiller, la conseillère, il va faire que vous accompagner, vous porter dans la démarche de manière à ce que vous alliez au bout et vous soutenir quand c'est nécessaire, et puis vous apporter aussi une plus-value sur le marché, sur, je ne sais pas, faire votre profil LinkedIn. Enfin, il y a tout un tas d'astuces qui sont évidemment très importantes pour construire ce nouveau projet professionnel. Mélanie, est-ce que tu veux réagir sur justement comment se donner les moyens et la chance d'identifier ce qui peut vraiment nous correspondre par-delà ce que l'on peut imaginer, rêver, fantasmer. Je fais une vraie différence entre le rêve moteur et le rêve fantasme où on idéalise quelque chose mais sans chercher à vérifier. Ouais, déjà, quand on rencontre vraiment quelque chose qu'on a envie de faire, ça nous anime. Ça nous donne envie de nous réveiller le matin, ça nous donne envie de poser des actions, on a envie de s'engager, il y a quelque chose qui se passe. Là encore, comme nous sommes de l'énergie, naturellement, ça va créer quelque chose. Si c'est ce que tu disais, parce que c'est intéressant, parfois on a des rêves idéalisés, mais qui ne sont pas là pour les bonnes raisons. Moi, je me souviens au tout début où je démarrais mes coachings, j'avais une jeune femme qui mesurait moins d'1m60 et qui croyait que son rêve, c'était d'être mannequin. Et que donc, elle ne pourrait jamais le réaliser parce que 1m60, elle ne serait jamais mannequin. Mais ce n'était pas son rêve. Ça parlait juste de son besoin d'être reconnue à sa place et de prendre sa place. Et donc, c'est intéressant d'aller distinguer. Mais un rêve fantasme, il est très intellectuel, il est très haut.
Il y a vraiment quelque chose qui nous anime. Vraiment concrètement, ça va nous générer une envie de passer à l'action. Ça va nous générer un moteur. Quand on va y penser, il va se passer quelque chose. On va avoir envie de prendre notre cahier, de noter des notes. On va être attentif à ce qui se passe autour et à ce qui nous ramène à ça. Donc il y a plein d'indicateurs. Et puis après, effectivement, c'est d'aller explorer. Qu'est-ce que ce métier, il est vraiment? Qu'est-ce que moi, je crois beaucoup au modèle inspirant aussi. C'est qu'est-ce qui m'inspire là-dedans? Qu'est-ce que moi, j'ai plein d'êtres inspirants qui m'accompagnent. Qu'est-ce que c'est le sous-métier? À quoi ça m'engage? Un statut est quitté les écrans. Une femme, elle, après, elle va regarder ce qui a été fait au-dessus de son statut, en dessous de son statut. Elle va attendre de voir s'il y a des commentaires et si elle va répondre. En tout cas, les femmes prennent beaucoup de leur temps pour ça. Et j'avais juste envie de le partager parce que c'est quelque chose de pas évident, mais moi je sais que quand je l'ai entendu dire que le temps devenait une richesse et que celles qui commençaient à en manquer le plus, c'était les femmes, et que c'était presque de pire en pire, parce que justement il y a ces petits objets qui nous monopolisent beaucoup de temps, et que parfois on se dit c'est un temps pour moi, mais c'est pas de la récupération. C'est pas un temps de lecture, c'est pas 1h30 au ciné, c'est pas un temps de marche dans les rues. Ça oxygène pas. Et je pense que dans ces périodes où on a besoin, là, le sous-titre, c'est quel choix pour se reconstruire une nouvelle vie professionnelle épanouissante, équilibrée et riche de sens, se reconnecter au temps présent et en tout cas à du temps pour soi. Ça peut faire partie, en tout cas, d'une discipline à se donner ou à se réapproprier. Oui, moi je trouve que c'est très juste ce que tu dis sur le fait que le temps c'est la vraie richesse d'aujourd'hui, et c'est d'autant plus vrai pour les femmes parce que, encore une fois, elles ont cette charge familiale en plus de la charge professionnelle de plus en plus. Donc je pense que le vrai problème majeur des femmes, c'est qu'elles n'ont pas de temps pour elles du tout. Voilà, moi je sais que quand mon conjoint me demande le matin tiens, quel temps il fait, je dis voilà, je m'appelle pas l'application météo de l'iPhone, quoi. Enfin, non, mais c'est tout. Évidemment, je dis ça avec beaucoup d'humour et je lui fais un petit bisou au passage. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis filmée. Coucou mon chéri. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce temps-là, mine de rien, c'est 3 minutes. Mais c'est 3 minutes qu'on vous prend quand même sur votre temps qui est précieux. Donc il faut aussi essayer d'enlever tout le gras sur des choses qui vous permettent de récupérer du temps pour en effet récupérer, c'est ce que tu disais, pouvoir se ressourcer, mais aussi penser encore une fois à votre vie professionnelle, à votre vie tout court. Est-ce que vous êtes heureuse là où vous en êtes aujourd'hui? Donc ce temps-là, il faut vraiment le prendre. Et c'est ça l'enjeu, c'est qu'on est tellement tiraillés dans nos vies par le boulot, la famille, les tâches ménagères, etc., que c'est hyper dur en fait de se dire là j'ai juste 1 heure pour moi, et en effet je lis un bouquin, ou je me dis ou je vois une coach, ou je fais un bilan de compétences, mais en tout cas je fais vraiment quelque chose pour moi qui va avoir un impact fondamental sur ma vie future en fait. Vous savez, c'est l'histoire des 80-20, vous connaissez cette règle-là. Voilà, donc il faut essayer l'action qui va générer 80% de bénéfices, quelle est cette action? C'est à ça qu'il faut que vous réfléchissiez et essayer de vous dire, voilà, c'est peut-être en effet lire un bouquin, par exemple le tien, Mélanie, ou j'en sais rien, mais en tout cas, quelle action va vraiment avoir un impact fondamental? Et c'est sûr que de répondre à la météo ou de regarder son compte Insta, ou je sais pas, c'est bien, mais c'est pas ça qui va vraiment avoir un poids, un impact fort dans votre vie professionnelle et personnelle. Mélanie, dans cette gestion du temps, comme on a parlé également des émotions, souvent c'est très lié également dans ce que l'on s'autorise ou non de faire. Et je vais juste préciser une petite chose depuis les quelques temps que l'on se connaît. Comme c'est la vie, il y a des moments avec des hauts, il y a des moments avec des bas. Et je sais que quand on se parle, si c'est une période de joie et de belles énergies, le temps va être d'une richesse incroyable dans les projets, les prises de contact, les choses. Et si c'est une période de baisse de forme, avec des émotions plus dures qu'il faut traverser, tu vas pas les refouler, tu vas pas les nier, tu vas me dire cette semaine, en fait, je me suis organisée différemment et je me suis libérée de tel ou tel rendez-vous, mais j'organise mon temps pour traverser ce moment qui est un peu plus compliqué émotionnellement parlant, et qui permet peut-être, j'imagine, de se régénérer et après de s'autoriser, une fois qu'on l'a traversé, à repartir encore plus loin.
Oui, en fait, je pense que, mais là encore, ça en revient à l'accueil de soi, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une chose qui est permanente dans la vie, c'est l'impermanence. Donc, accueillir ça, c'est accueillir ce qui est, et c'est accueillir ce qui est dans l'instant. Et nous sommes de l'énergie, et donc nous allons être ou en haute énergie ou en basse énergie, etc., selon ce qu'on vit, selon ce qu'on traverse. Et il peut arriver qu'on traverse des périodes en petite énergie ou même accompagnées d'émotions qui nous viennent nous donner des messages de choses à libérer, etc. Et c'est important aussi d'accueillir ces traversées. Enfin, moi, j'appelle ça les traversées de la nuit noire de l'âme. Mais c'est vraiment des choses qui font aussi partie de ma vie. Avant, ça me faisait très peur. Si j'avais des potes psychiatres, ils me disaient t'es un peu schizo ou bipolaire ou peut-être faudrait que tu ailles consulter. C'est pas normal d'avoir ces traversées de down. T'es sûre que c'est des potes? Ça l'est plus, ça l'était, c'était l'illusion à l'époque, mais c'était aussi leur croyance, tu vois. Eux, ils étaient sur le pourquoi et sur la grille d'analyse, et c'était là où était leur cadre de référence. Donc, dans leur cadre de référence, moi, je venais un peu en plafonner tout ça, et finalement, ça les bousculait. Et en fait, je crois qu'on a des traversées. Et moi, mes plus grandes naissances et mes plus grandes transformations, elles n'ont jamais été accompagnées de lumière, mais de beaucoup d'ombre. Et au fur et à mesure d'apprendre ça, et dans ces périodes parfois de reconversion, ou de construction ou de reconstruction, nous allons peut-être aussi traverser ces périodes-là, et je vous invite à vraiment plonger dedans et ne pas en avoir peur, parce que c'est en plongeant là-dedans que vous allez aller à votre rencontre et que vous allez vous libérer de choses que vous ne libérerez jamais dans le faire ou dans le côté rationnel. Ça vous demande de plonger. Et donc, dans ces moments-là, et c'est pareil, là encore, d'accueillir ça, c'est magique. Moi, c'est des périodes où la vie m'enlève des rendez-vous, ou alors j'ai le rendez-vous avec quelqu'un où je peux m'autoriser à dire non, tiens, là, est-ce que c'est OK pour toi qu'on reporte parce que j'ai envie d'être avec moi, etc. Pour ce qui est du temps aussi, je pensais à ça quand on parlait, mais c'est important d'oser avoir le droit d'avoir vos besoins. Enfin, moi, aujourd'hui, quand j'entends ces femmes qui sont encore dans la réalité de se sentir obligées de tout gérer à la maison, de tout gérer avec leurs enfants et de tout gérer en plus dans leur travail, etc., j'ai envie de dire non. Ça n'existe plus, ce temps est révolu, c'est un spectre, soufflé dessus. Vous avez le droit d'avoir des besoins, de demander de l'aide, de prendre votre place. Et si c'est OK avec vous, alors je vous assure que ça va transformer votre façon de vous positionner, de communiquer et de le vivre. Et là encore, il y a des choses qui vont changer. Einstein disait la folie, c'est de vouloir un résultat différent, mais de toujours faire la même chose. Forcément, puisque je suis le créateur de ma vie. Donc, si je garde les mêmes ajustements conservateurs, il va se passer la même chose. Et dans cette notion de temps, il y a aussi ça. Quels sont mes besoins? Où est-ce que j'ai mes zones de culpabilité? Où est-ce que j'ai mes zones de croyances limitantes qui disent que la femme, c'est ça? La femme et l'homme, c'est des êtres et nous avons le même potentiel. Et c'est vraiment quelque chose, moi, que j'ai envie de dire fort parce que ça fait partie aussi de notre transformation. Et tu parlais d'aujourd'hui du rôle des femmes, mais notre rôle, il est aussi là. Il est comment nous prenons notre rôle de déesse et de magicienne pour pouvoir justement retransmettre autre chose et recréer des nouveaux modèles. Et puis, le temps, ça se vit aussi. Moi, un jour, j'ai fait une formation il y a 15 ans et je me souviens, c'était en gestion du temps avec les cycles du sommeil, etc. Donc c'était très à part, extraordinaire. Et il a barré le mot temps et il a mis le mot vie. Et là, il a dit, le temps, c'est votre vie, en fait. Et là, je me suis dit, waouh, le temps, c'est ma vie, quoi. Donc c'est plus du temps, c'est ma vie. Je peux vous assurer que ça a changé beaucoup de choses. Et il apprenait les cycles du sommeil, etc. Moi, j'avais la croyance que je devais beaucoup dormir. Je fantasmais dès que quelqu'un se réveillait sans réveil et sortait du lit comme ça. Donc moi, quand il m'a dit, tu vas apprendre à dormir 4h30 par nuit et tu seras super en énergie, je dis, ouais, super. Vas-y, je te mets au challenge. Et en fait, ça aussi, c'est des apprentissages. Moi, j'ai une démarche très holistique et les cycles du sommeil en Asie, c'est quelque chose qu'ils connaissent depuis très longtemps, qu'ils pratiquent et nous pouvons apprendre à moins dormir et à être plus en énergie
paradoxalement. Eux nomment ça le sommeil de luxe. Donc il y a aussi après dans comment vivre le temps. Moi du coup j'ai des vrais soirs. Cette nuit je me suis couchée à 1h30 du matin, à 6h30 j'étais debout et je suis super en énergie et je voyais les gens dans le train comme ça et je me disais peut-être ils se sont coupés dans leur cycle de sommeil et ils le savent pas en fait et donc ils sont crevés. Je vais te laisser mes 2 enfants là. Mais j'ai aussi des enfants et tu vois, j'ai 2 grandes filles, une fille de 11 ans, une fille de 23 ans, je suis maman, mais c'est tout un apprentissage aussi d'abord de nous et on a beaucoup de croyances erronées dans notre culture. Et les croyances vont filtrer, vont donner nos lunettes. Il y a la méditation aussi, c'est pour ça qu'on en parlait, mais il y a plein d'outils en fait pour vivre le temps aussi autrement. Il y a d'autres enjeux que j'avais envie d'aborder avec vous, notamment sur le fait de se reconstruire une nouvelle vie professionnelle, mais avec ces mots de épanouissante, riche de sens. À des périodes, là tu parles de croyances, à des périodes on projette des métiers parce que justement on se dit tiens moi ce que j'ai fait c'était pas ce dont j'avais envie ou en tout cas aujourd'hui ça n'a plus de sens pour moi, ça ne répond plus à mon besoin de sens et on projette des métiers. Qui, selon nous, sont des métiers qui... C'est le métier pour nous. Dans une période de transition de carrière, dans ce que je vois depuis plusieurs années, et on a souvent échangé ensemble aussi à ce sujet-là, Garance, c'est à des moments le besoin quand même de se renseigner sur les coulisses d'un univers professionnel, d'un métier, et de se dire que parfois, on peut rêver soudain de faire ses compositions de fleurs et d'ouvrir sa boutique de fleuriste et puis de ne pas penser au fait qu'on est très frileuse et qu'en fait on sera très souvent dans le froid, qu'on a envie de cet équilibre vie pro, vie perso, mais en fait justement les week-ends on sera au boulot et qu'on sera en décalage complet et que c'est important aussi, ça en vient à un autre mot que j'avais envie qu'on évoque par rapport à cet enjeu, d'être curieuse plutôt, et de se donner les moyens d'aller chercher les choses et de finalement devenir sa propre détective à son propre compte pour quand même ne pas partir dans le fantasme, mais au contraire voir ce qui peut être le métier de nos rêves réellement. Alors, je pense que sur ce sujet, il y a 2 choses à dire. La première, c'est que souvent quand on est en réflexion professionnelle, ou en tout cas dans une période de doute, de questionnement professionnel, parfois on ne sait pas du tout ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut aller, on est complètement perdu et on a beau écouter son intuition, mais son intuition elle ne nous dit pas grand-chose en fait. En tout cas me concernant, quand j'ai fait mon bilan de compétences, je ne savais pas du tout où aller en fait. Moi j'avais bossé dans l'immobilier, dans le cinéma, j'avais fait plein de métiers différents, donc j'avais aucune idée de là où je voulais aller. Donc c'est génial d'écouter son intuition, je pense que son intuition c'est quand elle nous dit là je suis pas à ma place, donc là c'est déjà un point de départ. Après, et ça rejoint le sujet de la conférence qui est de sortir du cadre, je pense que c'est bien d'être accompagné parce que ça nous permet de réfléchir différemment. On est tous et toutes un peu enfermés dans des schémas de pensée, tu parlais de croyances limitantes, on vient d'une culture, d'une famille, on a des habitudes de vie et tout ça finalement est assez enfermant et ça nous empêche de voir le champ des possibles. Donc le fait d'être accompagné, d'avoir peu importe une coach, une consultante, enfin en tout cas une personne externe, qui peut être aussi un ami, quelqu'un de votre famille, mais qui ne pense pas de la même manière que vous, c'est tout l'enjeu, ça permet d'avoir une vision différente. Et c'est là que des choses vont commencer à émerger. Nous, par exemple, en bilan, on démarre vraiment avec, on ouvre le champ des possibles sans se limiter sur des questions de compétences, de secteur géographique, d'envie. Enfin, on essaye vraiment d'élargir au maximum et après, on referme les choses comme un entonnoir en fonction de critères qui vont surgir au fur et à mesure de l'accompagnement. Et puis après, il va y avoir de l'aide au choix, parce que vous pouvez aussi avoir tout un tas de métiers qui vont émerger, qui vont vous paraître des métiers sympas, avec lesquels vous êtes à l'aise, qui recrutent, etc. Mais il va falloir quand même faire un choix. Là, c'est comme quand on cherche un appartement, une maison, on veut tous l'appartement pas cher, avec une vue de dingue, avec un ascenseur, avec je sais pas combien de chambres, etc. Sauf que c'est pas toujours possible. Là, tu vois, on voit que tu es parisienne. Ici, il y a à beaucoup de maisons. À Bordeaux, il y a des appartements de dingue.
ou une maison. Mais en tout cas, voilà, on a tous une idée un peu idéale de ce qu'on cherche, et c'est notre moteur, et c'est tant mieux. En revanche, il va falloir faire un choix. Et donc, c'est là où la personne qui va vous accompagner, elle va vous aider à hiérarchiser quelles sont finalement vos priorités, quelles sont les choses sans lesquelles vous ne pouvez pas être heureuse le matin en vous levant. Donc, ça va être, bah oui, un jardin, c'est indispensable pour moi, et tant pis si j'ai une maison avec un peu moins. Qu'est-ce que vous recommandez globalement? Est-ce que vous avez une méthode pour avancer, pour accompagner, Garance? Ah oui, nous, c'est très cadré. Alors, c'est une méthode voilà, qui est le bilan de compétences, mais au féminin. Donc, c'est-à-dire qu'on a mis en place des outils spécifiques pour les femmes. Mais c'est une méthode qui est, j'en parlais tout à l'heure, qui est quand même de la dentelle. C'est de l'accompagnement individuel avec tout ce que ça implique. Donc, c'est-à-dire qu'on s'adapte complètement à la situation de la personne, ses émotions, ses envies, sa situation sociale, financière, le secteur géographique. Il est bien évident que quelqu'un qui habite dans la Creuse et quelqu'un qui habite à Paris n'aura pas les mêmes enjeux, ce ne seront pas les mêmes bassins d'emploi. Donc on adapte évidemment la méthodologie qui est assez structurée avec tous ces éléments-là, bien sûr. Et il y a un élément qui est très important, je le dis souvent parce que les femmes n'ont pas toujours conscience de ça, et on sait que un des freins dans la reconversion, c'est le frein financier, c'est que le bilan de compétences est pris en charge grâce à votre CPF, je ne sais pas si ça vous parle, le compte personnel de formation, et qu'aujourd'hui c'est très simple d'activer votre CPF pour un financement qui parfois va jusqu'à 100% du dispositif. Donc franchement, voilà, ne vous en privez pas. Il y a plein d'acteurs sur le marché qui font ça. Il faut juste trouver le bon et le consultant ou la consultante avec qui vous allez avoir le feeling. Ça, c'est important. À ne pas hésiter à rencontrer plusieurs personnes. Exactement. Et à faire plusieurs rendez-vous et de se fier à son intuition à ce moment-là. Tu m'avais dit une chose très importante, c'était ne pas oublier dans ce type de rendez-vous que finalement, on est la cliente. Et que c'est des personnes, on est fragilisé à des périodes, donc on vient, on se présente, on redit pourquoi on est là, ce que l'on vit, c'est pas évident. Des fois, à force de le dire, c'est encore moins évident. Mais qu'en fait, c'est quand même à nous de choisir. Et pas se laisser embarquer par un conseiller ou une conseillère qui va dire bon allez on démarre. Tu m'as dit c'est très important de se rappeler que on est le maîtresse de ses choix par rapport à ça, et même de ceux avec qui on va se faire accompagner, et j'ai envie de dire surtout avec ceux avec qui on va se faire accompagner. Bah, déjà, si le conseiller ou la conseillère vous embarque un peu contre votre gré, c'est que c'est un mauvais conseiller ou une mauvaise conseillère, donc déjà il faut fuir. Enfin, nous, évidemment, on n'est pas là pour forcer la main, et d'ailleurs c'est les femmes qui viennent nous voir, hein, c'est pas l'inverse. Donc il faut qu'il y ait une rencontre, ça c'est sûr que la rencontre doit fonctionner entre vous et la personne qui va vous accompagner, mais parfois, vous n'êtes pas prête là maintenant, et puis dans 15 jours, vous allez l'être parce qu'il va y avoir un événement dans votre vie qui va vous faire dire c'est maintenant qu'il faut que je passe le cap. Donc il faut en effet que vous soyez prête à aller dans cette démarche-là, mais encore une fois, ça peut être autre chose qu'un bilan, hein, du coaching ou autre. Et le conseiller, la conseillère, il va faire que vous accompagner, vous porter dans la démarche de manière à ce que vous alliez au bout et vous soutenir quand c'est nécessaire, et puis vous apporter aussi une plus-value sur le marché, sur, je ne sais pas, faire votre profil LinkedIn. Enfin, il y a tout un tas d'astuces qui sont évidemment très importantes pour construire ce nouveau projet professionnel. Mélanie, est-ce que tu veux réagir sur justement comment se donner les moyens et la chance d'identifier ce qui peut vraiment nous correspondre par-delà ce que l'on peut imaginer, rêver, fantasmer. Je fais une vraie différence entre le rêve moteur et le rêve fantasme où on idéalise quelque chose mais sans chercher à vérifier. Ouais, bah déjà, quand on rencontre vraiment quelque chose qu'on a envie de faire, ça nous anime. Ça nous donne envie de nous réveiller le matin, ça nous donne envie de poser des actions, on a envie de s'engager, il y a quelque chose qui se passe. Là encore, comme nous sommes de l'énergie, naturellement, ça va créer quelque chose. Si c'est ce que tu disais, parce que c'est intéressant, parfois on a des rêves idéalisés, mais qui ne sont pas là pour les bonnes raisons. Moi, je me souviens au tout début où je démarrais mes coachings, j'avais une jeune femme qui mesurait moins d'1m60 et qui croyait que son rêve, c'était d'être mannequin. Et que donc, elle ne pourrait jamais le réaliser
parce que 1m60, elle serait jamais mannequin. Mais c'était pas son rêve. Ça parlait juste de son besoin d'être connue à sa place et de prendre sa place. Et donc c'est intéressant d'aller distinguer. Mais un rêve fantasme, il est très intellectuel, il est très haut. Il y a vraiment quelque chose qui nous anime, vraiment concrètement, ça va nous générer une envie de passer à l'action, ça va nous générer un moteur, quand on va y penser, il va se passer quelque chose, on va avoir envie de prendre notre cahier, de noter des notes, on va être attentif à ce qui se passe autour et à ce qui nous ramène à ça, donc il y a plein d'indicateurs. Et puis après, effectivement, c'est d'aller explorer, qu'est-ce que ce métier il est vraiment, moi je crois beaucoup au modèle inspirant aussi, c'est qu'est-ce qui m'inspire là-dedans, moi j'ai plein d'êtres inspirants qui m'accompagnent, qu'est-ce que c'est le sous-métier, à quoi ça m'engage, et finalement quand je me projette de à quoi ça m'engage, etc. Il y a une méthode que j'adore qui s'appelle l'ikigai, qu'on commence à connaître un petit peu ici, qui est super aussi, parce que c'est vraiment comment je rassemble ce que j'aime, ce qui m'anime, ce qui me passionne dans ce que j'aime, ce pourquoi j'ai un talent et une aptitude. Et là, oui, nous avons tous aussi plein de talents et d'aptitudes, tous. Et comment ça peut avoir une contribution au monde, telle qu'elle soit, le monde, c'est pas forcément pour les humains, ça peut être pour quelque chose de très technologique, mais c'est quoi ma contribution au monde et comment je peux en gagner ma vie. Et si ça répond à tout ça, il y a de grandes chances que je le réalise, puisqu'il y a tous les points, donc il y a plein de façons de l'aborder, mais ça résumerait un petit peu ça. Quelles sont les clés ou les outils ou les petites choses que tu aurais envie de partager par rapport à l'enjeu de cette conférence sur ce chemin de finalement, à un moment donné, se dire j'étais dans cette voie-là. Et peut-être que sortir du cadre, et des cas, c'est déjà juste personnellement sortir de la voie où je suis parce qu'elle ne me correspond pas. Oui, exactement. Déjà, je crois qu'on a plein de passages. On a plein de vies dans une vie. On n'a pas les mêmes envies et les mêmes besoins tout au long de notre vie. Donc déjà, c'est d'être OK. La première clé, c'est déjà de se dire, tiens, peut-être que j'ai envie d'autre chose et juste j'ai envie d'autre chose en fait. Et j'ai le droit, et parce que j'en suis plus dans les mêmes choses. Une clé importante aussi. Alors moi, je crois beaucoup au fait d'écrire les choses. Alors je suis écrivain, vous allez me dire je ne suis pas objective, mais vraiment pour le faire pratiquer à toutes les personnes que j'accompagne. Moi je travaille beaucoup en entreprise et en dehors, donc j'ai vraiment un panel. Quand je sors quelque chose de mes pensées, tout de suite ça va me rendre plus focus et plus objectif, parce que j'ai à peu près par jour plus de 80 000 pensées. Moins de 5% consciente. Donc quand ça reste dans ma tête, ça reste dans ma tête, mais ça n'a pas la même forme. Donc moi, je vous invite à vraiment poser les choses. Et ça peut être intéressant de partir de votre projet et d'identifier tout ce qui vous anime dans ce projet aussi, mais toutes les choses où vous vous racontez que ce n'est pas possible. Pour X raisons très factuelles que votre cadre de référence va vous dire non, c'est impossible. Et puis d'aller identifier, tiens, à quoi ça se relie, qu'est-ce que ça vient me raconter, finalement, qu'est-ce que je me raconte derrière, et souvent quelle est ma peur ou appréhension qui va rentrer dans la famille de la peur, et là de se dire, ok, alors sur chaque point, comment chaque point, déjà si j'avais plus peur, mais que juste ça me mettait le trac, qu'à la place de la peur, ça me génère du trac. Déjà, vous allez voir que ça ne va pas vous mettre dans la même dynamique. Et de vous dire, est-ce que finalement, pour chaque situation où je me raconte que c'est impossible, j'ai un contre-exemple qui existe. Des exceptions qui existent. Et petit à petit, déjà, vous allez pouvoir commencer à changer la perception de votre vision. Parce que tout changement extérieur vient d'abord d'un changement intérieur. Donc là encore, ça va être vraiment une démarche. Et puis effectivement, ça peut être de vous faire accompagner. Moi, je te rejoins beaucoup sur le fait que c'est très aidant. Moi, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie et pourtant, c'est au cœur de mon métier sur plein de choses. Aujourd'hui, on me fait venir en tant que conférencière ou en tant que coach, en tant qu'experte. Et pourtant, moi-même, je me fais accompagner dès que j'en ai besoin ou dès que je sens que je suis jugée partie sur quelque chose. Parce que avoir un miroir qui vous permette, par du questionnement, par vraiment une façon de vous faire réfléchir et voir les choses autrement, vont vous faire gagner un temps fou. Et vont donner plus de clarté dans ce qui est vraiment et dans ce qui se passe, et puis vont ouvrir des portes que vous avez peut-être enfermées ou que vous n'osez même pas ouvrir parce que qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte. Donc d'aller voir un peu le miroir de tout ce qui vous renvoie, ça peut être des vraies clés. Après, moi je parlerai de la méditation
Parce que vraiment, apprendre à méditer, à se donner des vrais rendez-vous avec soi-même, ça permet tellement de se rencontrer à un autre endroit, d'amener de la clarté, d'amener une qualité de présence. C'est dans l'image que j'ai, quand on me demande souvent, ok, alors qu'est-ce que c'est apprendre à méditer? Pour moi, apprendre à méditer, les bienfaits de la méditation, c'est de devenir vertical dans un monde qui est horizontal. Bon, bah, si je deviens verticale, avec des racines solides dans la matière, ancrées, et en même temps avec des feuilles qui rejoignent le ciel et qui ont cette légèreté, et que je suis debout dans un monde allongé, ma prise de hauteur, de réflexion et d'action, elle va être beaucoup plus facile que si je suis horizontale, parce que si je suis horizontale, je vais être qu'en réaction. Et puis la dernière des choses, c'est d'apprendre à devenir responsable de sa vie. Responsable n'est pas coupable, hein, mais à prendre la responsabilité. Et si j'étais responsable de tout ce que je vivais dans ma vie, bah finalement, face à chaque chose, alors si je suis responsable, c'est que je suis créateur, créatrice. Si je suis créatrice, c'est que je peux trouver un ajustement créateur face à chaque situation. Et donc partir de soi. Et du coup, ça va être un vrai moteur de création. Merci Mélanie. Garance, est-ce que tu aimes bien aussi tout ce qui est très pratico-pratique, ou qu'est-ce que tu aurais envie de partager qui puisse accompagner chacune de nous dans cette période? Alors moi je pense qu'il y a un seul conseil en fait, c'est de ne pas attendre le moment parfait. Parce que le moment parfait n'arrive jamais. Et le fait de toujours attendre, bah tiens, c'est pas le moment parce que ceci, parce que cela, bah on se retrouve 15 ans, 20 ans après et on est passé complètement à côté de sa vie. Et je vous le dis vraiment de manière très sincère, puisque moi, c'est vraiment ce qui a failli m'arriver. Hein, donc voilà, c'est un partage personnel que je vous fais aujourd'hui. Donc il faut accepter qu'il n'y aura jamais de bon moment pour se lancer, soit dans une reconversion, soit dans une création d'entreprise, soit juste changer un petit quelque chose de votre vie, en tout cas qui vous ne satisfait plus aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, alors c'est vrai que sur le fait de prendre la responsabilité de sa vie, je trouve que c'est tout à fait juste. Mais parfois, on n'est pas responsable de tout le temps quand même. Parfois, vous avez un manager qui est vraiment voilà, un mauvais manager. Parfois, vous avez une entreprise voilà, qui met en place des systèmes qui sont délétères pour vous. Parfois, vous êtes en retour de congé mat et vous êtes crevé. Enfin voilà, il y a tout un tas d'événements sur lesquels vous n'avez pas de prise. Donc par contre, ceux sur lesquels vous avez une prise, c'est là où il faut agir. Donc si vous avez en effet un manager, vous êtes dans une situation de harcèlement, vous n'allez pas changer le manager. Ça, il faut arrêter de penser qu'on change les gens, c'est pas vrai. Dans la vraie vie, on ne change pas les gens. Par contre, il faut partir. Voilà, si vous avez quelqu'un qui est vraiment néfaste pour vous, il n'y a pas des milliards d'options, il faut partir. Enfin, partir en sécurisant votre départ, mais en tout cas, ne restez pas confronté à ce manager ou à cette manager, peu importe, qui est malveillant pour vous. Donc parfois, on ne peut pas agir sur tout, encore une fois. Il faut aussi se dire qu'on n'est pas responsable de tout dans la vie, mais essayez d'identifier les leviers que vous avez dans votre vie professionnelle sur lesquels vous pouvez agir. Et c'est là, donc c'est la stratégie des petits pas. Il ne faut pas toujours tout changer d'un coup. Mais identifiez ces leviers-là et puis dites-vous, bah, ok, ça je peux le changer. Et vous allez voir qu'en changeant un petit bout de votre vie professionnelle, vous allez dans un cercle vertueux et les choses vont s'enchaîner assez naturellement. Donc, n'attendez pas le moment parfait et puis identifiez vraiment vos leviers à vous sur lesquels vous pouvez agir dès maintenant pour avoir une vie plus épanouie. Et vraiment, je vous assure que vous le méritez et que voilà, vous pouvez y arriver et vous pouvez le faire. Et c'est tout ce que je vous souhaite, bien entendu. Alors, si vous me le permettez, moi, j'aimerais ajouter une phrase qui est chacune la vôtre, en fait, et qui est aussi celle d'une amie, Marie-Éloi, qui est « Qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur ?» Et une fois qu'on s'est débarrassé, qu'on a identifié cette peur-là, c'est de se dire « On y va, je le fais » avec cette stratégie des petits pas, connectée à son intuition. Voilà, il y a plein d'ingrédients et de clés qui sont à ce moment-là présents pour nous accompagner. Et peut-être aussi, j'ajouterais de rester dans les liens, comme vous l'avez fait aujourd'hui, en venant pendant ces 2 jours, en échangeant, en partageant, pour déjà rompre la solitude aussi. C'est un autre des éléments importants. Quand on est seul, même si parfois il y a plein de monde autour de nous, mais dans la tête, on est très seul. C'est important de pouvoir trouver des personnes avec qui échanger, partager. Parfois, ce sont des personnes qui seront là que pendant cette étape de votre vie. Parfois, c'est des personnes qui vont s'inscrire pendant plusieurs chapitres à venir.
peu importe en fait, c'est pas le sujet. L'important c'est de les avoir et de pouvoir avancer, avoir cette force et retrouver l'énergie et la force d'avancer et de finalement il n'y a pas de. J'aime mieux le mot transition que nouvelle vie où il n'y a pas de avant après. Hein. Ce que vous êtes en train de construire, c'est avec le bagage que vous avez déjà acquis et il est beau ce bagage. Il faut pas l'oublier. Il faut le valoriser aussi, il faut le garder avec vous, il est précieux, c'est vous qui l'avez fait. Peu importe qu'aujourd'hui vous l'aimiez ou pas, il est là. Donc il fait aussi partie de votre identité et de la singularité dont on se parlait. Voilà, j'espère que tout ça vous aura beaucoup aidé. Merci infiniment à toutes les deux. Mélanie, je sais que tu enchaînes avec une séance de dédicace. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci à vous pour votre attention.